on va pouvoir commencer officiellement cette cérémonie avec le président de la FRCI, Monsieur Patrick Cléris. Alors d'abord, bonsoir à chacune, à chacun que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer individuellement à l'entrée. Soyez les bienvenus. Et soyez bienvenus au nom des 6 directeurs des réseaux de la FRCI et de leurs équipes qui font un travail remarquable tout au long de l'année. Merci. Merci d'avoir accepté ce soir d'être avec nous pour partager une ambition qui est, je pense, la vôtre. C'est de mettre sous les projecteurs la carrosserie, ce métier de la carrosserie. Ce métier qui vous tient, qui nous tient à cœur, je le pense très sincèrement, ce qui est un métier technique, je dirais manuel même, d'exception. On est, je pense, tous d'accord là-dessus. Un métier d'art, il faut le dire, il faut le répéter, et vous le savez, où se conjugue aujourd'hui aussi bien, et c'est là la force, la prise en compte des évolutions de l'IA, de l'intelligence artificielle, du digital, de l'électronique, et puis du travail minutieux en parallèle, en complément, des compagnons de l'atelier pour préparer, réparer, sauver des pièces de structure, des pièces de robe. Ça va vous parler, je le sais. Quelles que soient les matières, et Dieu sait que ça a beaucoup changé en 10 ans, 15 ans, et c'est pas fini. Polycarbonate, l'acier, l'alu, tout ça vous parle, et on est vraiment au cœur du métier. Sans oublier, je ne les oublie surtout pas parce que c'est un complément et vous savez que récupérer une voiture, c'est bien sûr l'aspect technique, mais c'est souvent la peinture que l'on voit en premier. Et là, on est vraiment dans le cœur du métier. La dextérité des peintres avec notamment ces nouvelles peintures, aussi bien mat que vernis, et avec ces solvants qui deviennent aussi très complexes. Donc c'est des véritables chimistes et je pense qu'on peut en être très fiers. Une adaptabilité, donc, un savoir-faire à toute épreuve, pour passer, et le petit clin d'œil, d'un choc à l'autre. Alors je vais prendre 2 exemples. La Clio, par exemple, ça va vous parler, et une Tesla. Et pourtant, dans la même journée, dans la même semaine, nos compagnons, nos collaborateurs sont capables de passer d'une voiture à l'autre. Et il faut le savoir, il faut le reconnaître. Je ne suis pas certain que tout le monde en ait bien pris conscience. Donc c'est un métier qui mérite d'être, il me semble, connu, il ne l'est pas assez, reconnu beaucoup plus, et qu'il faut absolument, ensemble, qu'on valorise. D'où cette soirée. Merci. Et pour justement valoriser ce métier, ce soir, on a la chance. Et ça arrive, mais il y a très longtemps que ça n'était pas arrivé, bien sûr à cause des grilles, nous avons des fameuses crises et du Covid. Nous avons la chance d'avoir finalement ce qu'on appelle l'écosystème, et moi que je dirais, ça me tient à cœur, la famille de l'automobile. C'est notre famille, on est tous ici, on travaille, on fait la même chose. Nous avons tous des formations, des parcours professionnels qui nous amènent à travailler ensemble pour accompagner les grands défis d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est ce qui va aujourd'hui poser question. Nous avons montré que nous pouvions passer des caps, tous, nous l'avons montré avec ingéniosité et détermination, et vous le savez bien. Nous traversons actuellement une période de forte instabilité, je ne vais pas en rajouter, mais c'est l'écho de tous les jours. Il suffit de vous entendre, de vous écouter, de vous comprendre sur les enjeux de demain. L'avenir de la carrosserie, je le crois et nous le croyons tous, comme pour les métiers de l'automobile, de la mobilité, repose en partie sur les orientations techniques, sociétales, environnementales que nous pourrons, les uns et les autres, à notre niveau, avec nos compétences, nos influences, parce qu'il va falloir à un moment donné aussi faire comprendre qu'on pourra essayer d'accompagner pour que ça soit le moins pire possible. Avec au premier rang ce soir, on a la chance d'avoir les syndicats professionnels qui tous les jours nous défendent, qui tous les jours sont en contact avec les pouvoirs publics, qui tous les jours essaient de faire comprendre que la mobilité, c'est la mobilité pour tous. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous le savez très très bien. Merci à vous d'être là, présents ce soir. Nous avons des représentants de l'assurance, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Et donc, il faut aussi faire passer des messages. Et je pense que ce soir, c'est aussi une partie de ces messages à faire passer. Et les experts automobiles, merci à vous d'être là, aussi bien représentés par, je pense, François Mandelot ne aurait pas tardé, le président de la Fédération
des experts français, de Jean Prévost, président directeur du BCA, qui est avec nous ce soir. Les patrons des principaux réseaux aussi, parce que la FRCI, c'est 6 réseaux, mais vous savez qu'en France, il y a des réseaux de réparateurs, et ils sont ce soir tous là. Donc c'est aussi, quelque part, une image. Ça donne du fond, et ça honore un métier qui peut travailler ensemble. Nous avons aussi des organismes de formation, je ne les citerai pas tous, mais ils sont tous là. Je n'oublie pas les compagnons, qui aussi ont un rôle à jouer, et des fois on les a entendus dans des chantiers extraordinaires comme la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ces gens-là ont la capacité de donner un sens à la formation. Je parlerai aussi de WorldSkills, qui aujourd'hui ne sont pas là parce que vous savez que les épreuves vont recommencer avec des décalages. Et c'est aussi, je crois, vous le savez tous, en 2024, les Olympiades des métiers auront lieu en France et à Lyon. Donc on a aussi intérêt d'être, je pense, très près d'eux pour mettre en avant notre métier parmi les 80 métiers qui seront défendus au niveau international. Je pense aussi aux sociétés de services, aux sociétés de location qui nous accompagnent tout au long de l'année et qui vous accompagnent dans vos entreprises. Ce n'est pas neutre. Et bien sûr, et surtout, les équipementiers. Bien sûr, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait avec des évolutions techniques que vous connaissez bien sans l'appui des équipementiers qui, eux aussi, de leur côté, travaillent pour justement s'adapter aux nouveaux matériaux, et merci à eux. Mais surtout, dans cette salle, par rapport aux 250 personnes que nous attendions, on a la chance d'avoir ce soir énormément de carrosseries. Énormément de carrosseries. Et merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir pu laisser un peu l'atelier. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait pendant des années. Et d'être venus, en plus, la plupart, avec des collaborateurs. Ça a du sens. Ça veut dire que vous voulez les mettre en avant, leur montrer aussi que la carrosserie, ça peut être un métier connu. Et merci à vous. Donc, il y a plus de 50 entreprises qui sont là ce soir. C'est beaucoup par rapport à 250. Donc, il y a ce soir en face de nous des gens professionnels qui savent de quoi on va parler. Et c'est quand même pas neutre. Merci aussi à la présence d'acteurs publics. Alors, certains, a priori, ne sont pas encore arrivés. Mais bon, voilà. Pourquoi les acteurs publics ? Je pense que nos collègues des syndicats le savent bien. Aujourd'hui, on a besoin de parler, on a besoin d'expliquer nos métiers, on a besoin de préparer l'avenir. Et à un moment donné, voilà, il faut absolument qu'on soit entendu. Et il est important, me semble-t-il, que certains acteurs publics soient là. Des professions de l'activité d'économie française aussi, puisque nous attendons, je pense, le président d'honneur des experts comptables qui devrait nous rejoindre, d'autres personnalités. Si elles arrivent, je vous les signalerai après. Parce qu'il me semble que ces gens-là sont des interlocuteurs incontournables si on veut faire avancer nos métiers. Incontournables. On a beau dire tout ce qu'on veut, à un moment donné, voilà, la démocratie est faite ainsi, il faut qu'on soit bien compris par les gens qui aujourd'hui ont le pouvoir. Une soirée comme celle-ci, et vous vous en doutez bien, avec les techniques, les moyens, et puis ce que l'on a envie de faire, l'ambition que l'on a, ne peut pas se réaliser sans les partenaires métiers. Et je tenais vraiment, sincèrement, à les remercier. Nous avons 9 partenaires ce soir qui seront présentés tout au long de la soirée. Merci. Merci, parce que si vous n'étiez pas là, nous n'aurions pu pas faire cette soirée avec ce que l'on essaie de mettre en avant, un peu de moyens techniques, un peu de digitalisation. Merci à eux. Vous le verrez tout à l'heure que ces 9 partenaires seront présentés tout au long de la soirée. Alors, la FRCI, c'est quoi ? La FRCI, c'est une fédération de réseaux de carrossiers indépendants. Voilà, ça, c'est une fois que je dis ça, je n'ai pas dit grand-chose d'ailleurs, qui représente 2300 entreprises, voire davantage, puisque j'ai rencontré la plupart des directeurs tout à l'heure ou hier, et chacun m'a dit on était finalement un peu, peu importe, autour de 2300 entreprises, sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans le centre urbain, mais aussi dans les plus petites communes de France. Et je sais que ça va parler à certains, parce que la mobilité, c'est ça aussi, surtout avec les voitures, même malgré ce que l'on peut dire avec l'électronique d'aujourd'hui, si vous n'avez pas votre garagiste, votre carrossier à côté, ça va poser de gros problèmes. Donc on est partout. Partout, partout. Il faut le savoir. Donc on est, je crois, d'abord un terreau d'échange. On discute. On n'est pas toujours d'accord. Parce que, voilà, on doit respecter l'éthique de chacun. On défend un métier et sur le terrain, par moment, on peut être complémentaire. Mais on est aussi un laboratoire de réflexion. On essaie de travailler sur les prospectives de demain. Et on essaie de mutualiser des services. Voilà, parce qu'il est évident qu'à 2300, c'est plus important qu'un réseau même à 700, 800, je pense que plus on est, plus on avance et plus on est fort. Donc c'est de bon sens qu'à un moment donné, certaines personnes dans nos métiers, que j'ai bien connus,
ont eu cette intelligence de dire aujourd'hui les assureurs se regroupent, et c'est normal, les experts se regroupent, et il y a une fédération aujourd'hui de l'expertise automobile, il faut que les carrossiers quelque part travaillent ensemble. Voilà, il y a quelques années, mais je crois qu'aujourd'hui ça sert, ça commence à avancer, et merci aux personnes qui ont eu cette capacité de réflexion pour se dire il faut travailler ensemble, et je le crois. C'est dans mon éthique, c'est dans mes gènes, c'est ce que je veux faire toujours, essayer de rassembler. De toute façon, on n'a pas le choix, on peut dire tout ce qu'on veut, on a un métier, c'est la carrosserie, ça nous réunit. Nos travaux ces derniers mois, et je vais en finir par là, tournent autour de 5 thématiques, qui sont d'ailleurs concordantes avec ce qu'on va vous présenter ce soir. D'abord, la valorisation du métier. Maxime en a parlé, la création de la plateforme Choc Média. C'est un travail de 2 ans, 3 ans, mais on est arrivé à se mettre d'accord. C'est un signe fort, je pense, d'arriver à travailler sur un sujet aussi important, aussi délicat, aussi minutieux, pour essayer de valoriser à 360 degrés notre métier. Quand je dis 360 degrés, ce n'est pas que, c'est les jeunes, c'est l'éducation nationale, c'est les conseils d'orientation, c'est les missions locales. Partout où on peut essayer les uns les autres d'aller chercher de la valeur ajoutée. Donc on va essayer, on aura besoin de tout le monde, on aura l'occasion d'en reparler. Chercher aussi des solutions innovantes, parce qu'une fois qu'on va avoir créé cette plateforme, même si elle existe déjà, on va créer la plateforme complémentaire pour rapprocher l'offre et la demande pour le personnel. Mais pour ça, on va essayer d'avoir des outils pour sortir un peu de l'ordinaire, pour aider à la fois les jeunes, pour se former peut-être un peu d'une manière personnelle, j'en reparlerai quand ça sera le cas, et puis aussi d'aider les entreprises des fois à se valoriser, parce que ce n'est pas le tout de dire on va venir chez nous, mais il faut que l'entreprise soit présentée, il faut qu'elle soit reconnue, et puis il faut savoir accompagner un jeune, moins jeune d'ailleurs. Et puis aussi, il faut le dire véritablement, les personnes qui viennent d'autres pays, je crois que ce n'est pas aujourd'hui, au contraire, c'est une force peut-être, et il faut y réfléchir, il me semble. Et aussi, un troisième volet, c'est faciliter les relations que nous avons tous, et je me mets en tant que carrossier, avec les experts. C'est un travail au quotidien qui peut demander qui peut des fois poser des problèmes. Et nous avons, avec le BCA, je les remercie très honnêtement, mais un groupe de travail sur 4 thématiques, je ne vais pas aller trop long. Il y en a au moins 2 qui sont très intéressantes. C'est essayer de mutualiser et de faciliter les relations de DMS, parce que tous les jours, on a des problèmes techniques. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour aller beaucoup plus vite, toujours pour le service du client. Et puis, essayer de travailler sur des formations communes. Et ça, c'est un sujet très innovant, de retrouver dans la même salle des experts et des réparateurs. Voilà. On y travaille, on vous tiendra au courant au fur et à mesure que cela va avancer, et j'en suis sûr, ça va le faire. Et puis, mutualiser certains services. Les contrôles sécurité obligatoires dans les entreprises, ce n'est pas neutre, c'est de plus en plus important. Savoir prendre des dispositions pour soulager le travail quotidien des salariés. Rechercher de l'argent, du financement, parce qu'on nous demande d'investir, mais ça devient très compliqué, et vous le savez tous et toutes. Donc il faut essayer aussi d'aider les entreprises à aller chercher de l'argent, parce qu'il y en a, mais ce n'est pas facile, c'est technique, et il y a des gens très professionnels pour ça. Voir aussi sur le terrain, et ça, j'ai des exemples précis où on paie tous des impôts, heureusement d'ailleurs, parce que ça nous sert, la preuve, mais des fois on paie des taxes foncières un peu, on dirait pas exagérées, mais qui n'ont pas bien été calculées, et je peux vous assurer qu'on a une entreprise tout à l'heure qui se présentera, et ça a du sens, parce que c'est de l'économie que vous faites pour l'année N-1 et l'année N+1, N+2. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ce sont des éléments qui quand même permettent et facilitent les trésoreries des entreprises. Et puis il y a quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Alors je ne sais pas si l'inspectrice générale d'éducation nationale est arrivée, même elle est là. Non, elle n'est pas là, Pascal Costa n'est pas arrivée. Elle devrait nous rejoindre. On a, avec l'ensemble des syndicats qui sont ici présents, avec l'ensemble des constructeurs, que je salue aussi, parce qu'il y en a certains qui sont là, avec des inspecteurs d'académie, avec des professeurs, on a réécrit, et ça concerne chacun d'entre nous, les examens de demain sur le bac professionnel, carrosserie, peinture. Et on a travaillé en étroite collaboration avec l'inspectrice générale qui devrait nous rejoindre ce soir, qui devait être un peu en retard. Et on a réussi à travailler tous ensemble sur ce sujet-là, qui n'est pas neutre, parce qu'on nous dit les examens sont décalés, ils ne correspondent pas à ceci, cela. Non. Elle nous l'a dit d'ailleurs par rapport à la 80 métiers sous sa responsabilité. Vous voyez un peu ce que ça représente. Et elle nous a dit que ceux qui sont là, qui sont témoins, qui ont travaillé avec moi, savent que on a fait un bon travail. Donc voilà, ça sera quelque chose qui sera pour la rentrée 2023. C'est important parce que c'est le point de départ pour nos jeunes de demain. Donc ce qu'on veut faire, c'est le savoir-faire, ce que nous appelons valoriser le cœur du métier auprès de tous les publics, d'où le lancement de Choc. On en a parlé, je n'y reviendrai pas, mais pour moi c'est incontournable, parce qu'on a beau travailler le marché, on a beau essayer d'être le plus performant possible, il nous faut des collaborateurs dans les ateliers aujourd'hui et surtout les préparer pour demain. Et c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs comme aujourd'hui le problème numéro 1
que vous avez dans vos entreprises. Je ne vais pas y revenir beaucoup plus longtemps. Et nous avons aussi engagé une politique de communication que nous voulons. Alors ce soir, c'est peut-être une première, de ce que, bon, avec mon expérience quand même depuis des années, en ayant participé à beaucoup de colloques, beaucoup de réunions, on veut lancer une opération prix spécial du jury sur la réparation remarquable. Qu'est-ce que c'est une réparation remarquable? Vous le verrez tout à l'heure. C'est d'essayer, en tant que technicien, vous l'êtes tous, de pouvoir réparer plutôt que de changer. Alors ça paraît, voilà, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Non, ça veut dire quand même que pour ça, il faut des techniciens et il faut que ce travail soit reconnu. C'est un travail d'ailleurs qu'on a abordé avec aussi le BCA, et j'en remercie, qui ont été nos, on va dire, nos experts techniques sur le terrain. Les opérations que vous allez voir tout à l'heure ont été validées par le BCA pour justement donner du sens, parce qu'on souhaiterait qu'à partir de maintenant, avec cette opération, vous puissiez plus facilement, sans toujours discuter le bout de gras, pouvoir réparer quand les pièces sont réparables, pour vous donner de la valorisation et pour justement accompagner vos collaborateurs dans la transmission, parce que souvent, ils se plaignent. Dire oui, mais bon, voilà, l'art, c'est de savoir réparer, de savoir restructurer une pièce et pouvoir faire la transmission à la génération future. Donc, vous verrez tout à l'heure cette opération qui j'espère, va nous permettre de travailler mieux sur la réparation plutôt que du changement. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, au niveau des pièces, ça a tout son sens. Voilà exactement ce que nous faisons en ce moment. C'est déjà pas mal. Il y a d'autres sujets à l'heure du jour, mais je n'en parlerai pas. Et nous allons avoir aussi la chance d'avoir un intervenant extérieur, parce que la mobilité, on en parle, c'est, je crois, aujourd'hui un sujet où vous n'animez pas la télé ou la radio sans qu'on ne parle pas de la voiture. En dehors de l'inauguration du mondial et équipe auto, c'est un problème vraiment sociétal de chacun d'entre nous. Éric Barbarou, qui a été un proche collaborateur de Jean Todt, que tout le monde connaît, et d'Alain Prost, que tout le monde connaît, il va vous parler de la mobilité dans le sport automobile, ce que la mobilité dans le sport automobile peut amener aujourd'hui au niveau technique par rapport aux véhicules d'aujourd'hui et surtout de demain. Donc merci Eric d'être avec nous ce soir. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. J'espère que quand vous sortirez ici, vous serez nos meilleurs ambassadeurs premium pour la carrosserie. Je sais que certains le sont, mais peut-être il en faut un peu plus, n'est-ce pas? Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Profitez-en. On est en famille de la carrosserie. Soyez enthousiastes. Donner du sens, encourager les entreprises qui vont nous rejoindre. Et j'appelle donc les 18 nominés des 6 réseaux de nous rejoindre sur scène. Et surtout, bonne soirée et à tout à l'heure. Je crois que je l'ai dit à l'envers. Ouais, j'ai dit à l'envers. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, c'est un métier, moi je ne l'ai pas. Alors, je suis heureux évidemment d'intervenir à ce moment de la soirée, parce que c'est le moment le plus pénible. J'incarne souvent dans les tribunes la personne qui parle des choses complexes, ennuyeuses, pas très sexy, donc souvent de gestion, de choses comme ça. Et là, je vais vous parler du référentiel du prix.
C'est-à-dire que je personnifie pour les entreprises que vous avez vues à l'instant sur l'estrade, la personne qui les embête pour pouvoir répondre aux différents critères que vous voyez. C'est un questionnaire, ils doivent le documenter, ils doivent l'illustrer, ils doivent en parler le mieux possible. C'est pas simple. Et en plus, derrière, on fait ce qu'on appelle une cotation, c'est-à-dire qu'on va attribuer chapitre par chapitre un certain nombre de points. Vous voyez que c'est une base de 443 points. C'est coté par une deuxième personne parce qu'il s'agit d'être objectif. C'est étalonné et à la sortie, on dit ben, il y a un vainqueur. Bon, il y a un vainqueur. Il y a toujours un vainqueur, mais il y a surtout beaucoup d'entreprises qui travaillent beaucoup, bien, et c'est toujours difficile de dire à une entreprise, cette fois-ci, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Et oui. Donc, dans cette tâche, heureusement, j'ai été aidé par un jury, que je tiens à remercier, pour leur engagement, leur travail, leur probité. Pas simple. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes un partenaire et que vous avez un client qui se présente au prix, il faut oublier que c'est un client. Donc, il faut être honnête. Ils l'ont été. Tout ça sous l'œil très de supervision de notre président. Mais donc, on a fait aussi ce travail pour arriver au classement et à la remise des trophées que vous allez vivre. Alors, comme je sais que je dois faire court, parce qu'il y avait des choses importantes à dire à l'entrée, je voudrais juste dire à tous ceux qui ce soir repartiront avec un petit trophée, pas le grand trophée. Ce que disait Einstein, le succès vient de la curiosité, de la concentration, de la persévérance et de l'autocritique. Moi, tout ce que je sais, c'est tout ce dont vous êtes doué et qui nous permettra justement de se revoir à la prochaine édition des As des Réseaux. Merci. Et donc un prix spécial cette année, avec le BCA notamment, et pour chaque trophée, on l'a dit, des partenaires ce soir, des remettants qui vont nous rejoindre. Et avant d'appeler notre partenaire, on va regarder une petite vidéo. Autant pour moi, il n'y a pas de vidéo. Il fallait que j'en fasse une, elle est faite. C'est Virginie de Pierrepont que je vous demande d'accueillir sur scène tout de suite. Je suis ravie d'être là ce soir parmi vous pour décerner donc le prix de la réparation remarquable. Patrick m'a enlevé les mots de la bouche tout à l'heure, puisqu'il a expliqué ce que l'on entendait par réparation remarquable. Si je ne me trompe pas, c'est la première année que vous remettez ce prix. Et je suis très honorée que cet honneur m'ait été dévolu. Quelques mots, le GNFA est un organisme de formation de la branche des services de l'auto qui œuvre dans le commerce automobile, dans la maintenance, mais aussi dans la carrosserie peinture. Le métier de l'automobile, les métiers de l'automobile vivent en ce moment des transformations que l'on n'a certainement jamais connues, des transformations qui vont durer, qui emmènent et qui font évoluer l'ensemble des métiers. Votre métier de la carrosserie peinture, il évolue depuis longtemps, mais que les voitures soient à moteur thermique, ou à moteur hybride, ou à moteur électrique, il y aura toujours de la carrosserie. Vous avez un avenir, un boulevard devant vous, malgré les difficultés principales que sont celles du recrutement, que l'on partage avec Mobiliance, avec la NFA, avec tous les organismes de branche. Je rêve d'une émission de télé qui s'appellerait Le meilleur carrossier. J'ai été interviewée par Sud Radio il n'y a pas très longtemps et j'avais l'occasion de discuter sur l'émission de télé du meilleur pâtissier. L'année où ils ont lancé l'émission, il y a eu plus 400% de jeunes qui sont rentrés en CAP. C'est tout dire. Je pense que nous avons plus que jamais besoin de cette médiatisation des métiers, de cette promotion des métiers.
Nous y œuvrons dans la branche tous les jours, mais je vous l'accorde, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si l'on veut que nos métiers soient reconnus. Alors je sais qu'il y a un prix MOF aussi qui est prévu, et ça c'est super. On a parlé des WorldSkills, c'est important aussi, mais ce serait encore mieux si tous ces événements pouvaient avoir une couverture médiatique, celle qui mérite en fait. Voilà, donc je dois annoncer les nominés ou on a une vidéo? Vous allez le voir. Je vais récupérer le micro parce qu'il y en a qui ne marchent pas. Pardon, non, c'est bon. À l'image, les dossiers qui ont été présentés. Je laisse peut-être Patrick dire un mot sur ces... Oui, alors d'abord, on s'y est pris un peu tard, je m'en excuse, parce que j'ai les carrossiers qui m'ont dit on n'a pas eu le temps de le faire, on met mal l'été, bon, tout ce que vous savez au niveau climatique. Voilà, on a pas mal de dossiers qui sont arrivés après coup, donc je m'excuse aussi parce qu'on n'a pas pu les traiter. On a arrêté ça au 27 septembre. C'est la première fois, donc on fera mieux la prochaine fois. L'idée, c'est l'état d'esprit, de reconnaître, voilà. On a donc aujourd'hui des photos qui représentent ce que chaque carrossier nous a remonté, hein, dans la réparation remarquable. C'est des pièces qui auraient pu être changées. Là, par exemple, cette porte, vous voyez, c'est une porte qui n'était pas disponible. Hein, on est d'accord, ouais, Jérôme, mais bon, il a décidé, pour ne pas perdre de temps avec le client, de la réparer. Mais c'était très limite. Voilà. Donc c'est vraiment aussi, ça fait partie des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. Voilà, différentes réparations. Alors retenez surtout l'état d'esprit et l'objectif, hein, c'est ça. C'est pas trop la photo par elle-même, mais c'est ce que l'on veut faire et surtout faciliter la réparation. Je l'ai dit, je le répète. Voilà. Mais, et puis, il y a bien sûr à un moment donné le jury de professionnels. Elle a dû décider. Et voilà. Donc je vous laisse Virginie. J'ai l'honneur voilà. de... Bien sûr, c'est normal. J'ai pas d'enveloppe à ouvrir. Non, ça va s'afficher. Non, ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Le lauréat du prix du jury est le garage et la carrosserie Salvador. Félicitations. Je vais vous passer le micro parce qu'on aimerait bien quand même vous entendre. Attention, ne reculez pas parce qu'après, vous allez tomber. Bon, je ne suis pas le roi des micros, mais bon, je remercie déjà pour ce trophée. Et je remercie la FRCI, Groupe Auto Alliance et Top Carrosserie. Et puis voilà, et puis je remercie aussi toute mon équipe. C'est grâce à eux que qu'on a eu ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je rajouterai qu'ils ont envoyé énormément de dossiers. Voilà. Donc on a jugé sur un dossier, mais on en avait vraiment plusieurs et on a pu faire des comparaisons. Et félicitations à vos équipes parce que quand même, on les a vus en photo, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Pour les réseaux et on va commencer. Alors l'ordre, c'est très simple, c'est l'ordre alphabétique. Donc c'est le réseau à côte, je regarde Marina qui me voit, qui va commencer. Et pour ça c'est pareil, je vais demander cette fois-ci à deux de nos partenaires de nous rejoindre. On va regarder cette fois-ci les vidéos, là je suis sûr qu'il y en a. Et la première c'est celle de Corofi. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être partenaires de cette deuxième cérémonie des trophées As des réseaux, qui récompense les meilleures sociétés de chaque réseau. Corofi est le leader français indépendant du financement d'équipements. Société familiale, nous fêtons cette année nos 35 ans. Nous disposons d'une dizaine d'agences réparties sur le territoire français, ainsi que d'une dizaine de consultants qui interviennent plus spécifiquement sur l'équipement d'atelier. Nous accompagnons toutes les entreprises, quelle que soit leur situation économique. Sociétés de création récentes, entreprises en développement, entreprises en difficulté. Nous adaptons notre offre à chaque contexte afin d'apporter la solution de financement la plus appropriée en nous intéressant toujours à ce que nous finançons. Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons les MRA, carrossiers et concessions au travers de financement de leurs systèmes d'information, de leurs équipements d'atelier et plus largement de tous les équipements nécessaires à leur production. Sollicités par les réseaux de distribution, les équipementiers ou les clients eux-mêmes, nos solutions de financement permettent à nos clients de s'équiper, bien sûr, notamment en faisant face à l'évolution technologique forte des ateliers, tout en préservant leur trésorerie
et leur capacité d'endettement vis-à-vis de leurs propres partenaires bancaires. Concrètement, notre taux d'acceptation des financements avoisine les 95%. Nous sommes en mesure d'intervenir sur des demandes de financement à partir de 1 500 €, allant jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous sommes à votre disposition pour échanger sur vos projets, lors du cocktail qui va suivre la remise des prix, et bien entendu jusqu'à samedi sur notre stand Hall 1. Vous souhaitons une excellente soirée. Bonjour, je suis Bénédicte Duport. Je suis la fondatrice du réseau national Subantis que j'ai créé en 2009. Depuis 3 ans, j'ai l'honneur d'avoir été élue présidente des femmes chefs d'entreprise du Béarn. J'occupe par ailleurs 2 mandats, un à la CAF 64 et l'autre à la CPAM 64. Ma devise, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Applaudir, on va les accueillir, Anne l'Espagnol et Bénédicte Duport. Je vais laisser un mot supplémentaire à Bénédicte Duport pour nous exprimer un peu. Bonsoir à tous, je connais certains carrossiers parmi vous. Donc Subantis, c'est une entreprise que j'ai créée donc, il y a 15 ans et qui est spécialisée sur les financements publics, à savoir toutes les subventions lorsque les entreprises investissent sur des solutions numériques, matérielles, mais également immatérielles. Alors pourquoi le lien avec cette vidéo? Donc bien entendu, vous avez compris que je fais la promotion dans le Béarn des femmes chefs d'entreprise et je travaille et je réfléchis régulièrement avec votre président, Patrick Léris, sur cette importance de la mixité, de la formation des jeunes et de leur inclusion. Donc sachez que nous sommes convaincus en tout cas qu'il faut, moi particulièrement au sein du réseau Femmes Chefs d'entreprise, je suis particulièrement convaincue de l'importance de remettre en avant l'intelligence de la main, comme disait autrefois, et les métiers d'avenir peuvent aussi passer par la création d'entreprises. Il faut former aussi les jeunes femmes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Je vais du coup appeler, vous les avez vus s'afficher, nos nominés, avec, ils vont monter tous les 3 sur scène d'ailleurs, la carrosserie Gomez. Carlos Gomez, vos applaudissements, la carrosserie Guillet avec Serge Guillet et la carrosserie Esthétique Auto avec Jessica Lecoub. Rejoignez-nous. Vous pouvez les applaudir encore. Et Bruno Couret, le directeur de la com Liquide, qu'on peut applaudir aussi évidemment. Il s'applaudit lui-même. Le moment tant attendu, puisqu'il n'en faut qu'un, mais évidemment, on l'a dit, hein, les 2 autres ont aussi gagné, puisque l'idée, c'est de valoriser nos métiers. Mais pour Acode Selected, pour cette édition 2022, la carrosserie qui remporte le titre est la carrosserie chez cette carrosserie, un modèle de gouvernance et d'initiative orienté sur l'humain avec une touche artistique indéniable et qui font de cette entreprise un modèle à part entière, à part dans ce milieu professionnel. Vous pouvez à nouveau l'applaudir. Et évidemment, les 2 autres carrosseries aussi sont remis à chacun des trophées, vous le voyez, mais aussi un sticker les As des réseaux, à l'image un peu de ce qu'on voit dans les restaurants, hein, les TripAdvisor, etc., que l'on vous encourage toutes et tous à afficher, évidemment, dans vos carrosseries. Et à en parler autour, Choc vous offre aussi d'ailleurs un pack de communication pour pouvoir communiquer sur ces prix, avec un portrait vidéo pour les lauréats et puis de la communication pour pouvoir utiliser au mieux votre prix et vous en servir le plus possible et en faire parler autour de vous. Encore une fois, bravo pour
le réseau Acode Selected. Et puis les photos, c'est par là, vous suivez avec Patrick Marche. Bravo encore, merci. Évidemment. Ça, c'est en télé, on a une oreillette. En vrai, on a Patrick Léris qui vient nous parler pendant qu'on présente. Évidemment, tous les lauréats pourront parler tout à l'heure sur scène, puisque nous recevrons les 6 lauréats sur scène tout à l'heure. On peut continuer ? On va le faire dans le calme, si c'est possible, avec le réseau AD désormais. Et pour remettre ce prix, on va regarder aussi 2 vidéos de partenaires. Je vous laisse les découvrir, on les accueillera tout à l'heure sur scène. Leaseway, c'est 50 personnes à votre service, avec comme objectif prioritaire la satisfaction client. Leaseway gère aujourd'hui une flotte de 30 000 véhicules pour plus de 5 000 clients réparateurs automobiles. Notre catalogue part de la petite citadine au modèle haut de gamme avec tous les choix de motorisation, essence, diesel, électrique, hybride ou hybride rechargeable. Nous avons créé il y a 15 ans Leaseway afin de faire du financement automobile auprès des particuliers et des entreprises. Il y a 10 ans, l'assureur Covea nous a demandé de créer une offre spécifique de location longue durée de véhicules de remplacement pour les carrossiers de son réseau. Cette offre devait se composer de 3 critères principaux. Le premier, avoir des prix compétitifs. Le deuxième, avoir un catalogue complet de véhicules. Et le troisième, assurer le financement de ces carrossiers, quelle que soit leur situation financière ou la date de création de ceux-ci. Et nous avons aujourd'hui plus de 34 réseaux partenaires dans le domaine de la carrosserie, mécanique, pare-brise, pneumatique, contrôle technique et assurance, qui nous font l'honneur d'être nos clients. L'ensemble de notre catalogue est présent sur nos sites internet et nous communiquons de façon hebdomadaire sur les nouveautés et promotions. Pour aller encore plus loin, nous avons créé une offre prête à partir avec une livraison sous 15 jours partout en France. Nous déployons aussi lors d'événements climatiques, type grêle ou inondation, des flottes de véhicules sous 15 jours et pour une durée minimum de 3 mois, afin de permettre aux réparateurs de faire face à des pics d'activité. L'objectif reste toujours le même, le meilleur prix et la diversité des offres. Pour passer commande chez Leaseway, c'est très simple. Vous contactez un de nos commerciaux qui va vous renseigner et vous envoyer un devis. Une chargée clientèle réceptionnera votre devis ainsi que les pièces de votre dossier. Quelle que soit votre situation financière ou création d'entreprise, votre appartenance à un de nos réseaux vous garantit le financement de votre véhicule de remplacement. Pour faciliter les relations locales, nous pouvons travailler avec vos concessionnaires. Nos offres s'adaptent aussi bien pour vos véhicules destinés à la location courte durée ou pour la location à vos salariés. Aujourd'hui, nous étendons notre service et nos offres pour les entreprises autres que les réseaux des réparateurs automobiles, aussi bien en location longue durée qu'en location moyenne durée. Loc Entreprise. Chez Leaseway, c'est la garantie du meilleur prix pour votre flotte de véhicules de remplacement. Nous sommes à votre service depuis plus de 15 ans et nous comptons bien le rester. Bonjour. En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. Qui disait cela? Un homme de génie américain, inventeur, ambassadeur, écrivain, journaliste, inventeur du paratonnerre, c'était Benjamin Franklin. Eh bien, monsieur Franklin, je suis désolé, la mort, certes, on n'y échappera pas, mais les impôts, j'ai l'intuition qu'on peut faire quelque chose pour vous et pour vos taxes foncières, vos CFE, vos taxes locales. En effet, quand cette foudre vous tombe sur la tête, sachez que 8 fois sur 10 apparaissent des erreurs dans vos avis d'imposition. Réponse. Un audit qui vous est offert. 1 fois sur 2, vous obtiendrez gain de cause et vous obtiendrez des dégrèvements. Rémunération au succès. Vous êtes gagnant, nous sommes gagnants, vous ne gagnez pas, nous ne facturerons rien.
qu'ajouter. Si, à vous experts, je dirais, pas de crainte de contrôle fiscal. Car l'interlocuteur, c'est le PELP, c'est-à-dire le pôle d'évaluation des locaux professionnels, soit le cadastre. En conclusion, Tax Saving Consulting, c'est le bon paratonnerre pour vos taxes foncières. Et n'oubliez pas, optimiser, c'est essentiel. Et je vais leur demander de me rejoindre à tous les deux. Franck Tétard et Philippe Janssen sous vos applaudissements aussi. L'acteur, et vous l'avez aussi sur scène. Merci à vous. Je vais aussi demander à nos nominés, donc pour le réseau AD, de nous rejoindre aussi. Nous avons la carrosserie lilloise, Emmanuel Clément, sous vos applaudissements toujours. Le groupe Laroutis avec la carrosserie Cléris, Éric Laroutis. Et le groupe Caro, Jérôme Julia. Encore une fois, les applaudir. Et qui représente AD dans la salle alors ? Fabien Guimard est avec nous, sous vos applaudissements aussi, il nous rejoint. Moins de femmes que tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va quand même décerner un prix, je vous l'assure. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Pour le réseau AD pour cette édition 2022, la carrosserie qui remporte le prix est... La carrosserie... Donc, ce qui a permis à cette carrosserie de se... Avec les stickers. Non, c'est bon, tout le monde a son stickers. C'est un groupe qui ose la diversité sur les différents marchés de la réparation automobile, du premium au smart repair, en n'oubliant pas le marché traditionnel assurantiel. Bravo encore une fois à vous, on peut tous vous applaudir. Bon, on a un mot de... Non, on n'a pas. À tout à l'heure. C'est qu'il était déjà là en 2019, donc on sait un peu de quoi il est capable. 2 ans pour s'en remettre, exactement. Et on enchaîne pendant que les photos se font en fond de salle avec le groupe Alliance Automotive Group. Et là, est-ce qu'on a une vidéo ou est-ce que la personne vient avec nous ? SGI France est l'importateur exclusif des marques SATA, Visiomax et Eurosider pour la France. Notre société, basée à Troyes dans l'Aube, innove en permanence dans le domaine de l'application peinture en carrosserie et dans l'industrie, en partenariat avec ses fournisseurs. SGI France dispose des compétences de son équipe technique et commerciale pour valider les avantages de nos produits et tout particulièrement de la technologie à l'azote. Le générateur Eurosider transforme l'air comprimé en azote ionisé et chauffé. Cette nouvelle technologie, validée par plusieurs brevets internationaux, va vous apporter différents avantages. Diminution de la température de pistolage jusqu'à 19 degrés contre 23 habituellement. Réduction importante des coûts énergétiques en gaz, en électricité et en émissions de COV. On constate une amélioration de la productivité grâce à une évaporation plus rapide de la base hydro, une augmentation du pouvoir couvrant, ce qui permet une diminution des couches. On observe une économie de produits intéressante.
Les moyennes réalisées par les techniciens SGI lors des démonstrations sont au minimum de 20%. De plus, la diminution des brouillards de peinture améliore le confort d'application et facilite les raccords noyés. Le taux de transfert étant plus élevé, la périodicité de remplacement des filtres sol est plus espacée. Aujourd'hui, pulvériser la peinture avec de l'azote ionisé et chauffé n'a jamais été aussi simple et vous offre la possibilité d'appliquer la peinture indépendamment des conditions climatiques. Mon équipe et moi-même vous proposons de découvrir les nombreux avantages de la technologie de pulvérisation à l'azote lors d'une démonstration dans vos propres ateliers. Vous pouvez l'applaudir, il va venir sur scène avec nous, c'est Mathieu De Oliveira, directeur commercial de SGI. Merci beaucoup. On va aussi appeler les nominés à qui vous allez pouvoir remettre, en tout cas pour le gagnant, le prix. On a la carrosserie KSC Automobile, c'est Stéphane Boitard qui nous rejoint. La carrosserie Millet avec Philippe Millet, sous vos applaudissements. Et la carrosserie Salva 2000, Salvatore Gambione. Et puis, alors qui représente le réseau AAG ce soir? Ah, il est là, c'est Alexandre. Oui. Merci, on va encore une fois les applaudir tous. Et la carrosserie qui remporte le prix pour Alliance Automotive Group pour cette année 2022 et la carrosserie Salva 2000. À nouveau, ça fait 2 prix pour ce Salva 2000, une entreprise reconnue pour la transmission de son savoir-faire technique aux compagnons dans un esprit familial et une gestion d'entreprise performante. Vous pouvez encore une fois l'applaudir, évidemment aussi les deux autres carrosseries. Un petit mot. Un tout petit mot, puisqu'on avait 4 minutes. Ça marche. Donc alors c'est pas M. Oliveira en fait qui est présent, c'est Jérôme Le Yarrick. Mais ça c'est juste un détail. En tout cas, c'est une équipe dynamique à SGI qui a le plaisir de fêter cette année ses 30 ans. D'ailleurs, on vous invite tous à venir demain, après-demain, boire une petite coupe sur notre stand. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'ils sont tous magnifiques. Je voudrais qu'on les applaudisse. Et on a préparé également une petite valise de pistolets pour les jeunes, destinée aux jeunes, parce que SGI croit également à l'évolution de notre profession. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Allez, à la photo, même punition pour tout le monde. Sous vos applaudissements. Et on continue avec cette fois-ci le réseau Autonéo qui aussi va pouvoir décerner le prix de la meilleure carrosserie 2022. Avec, pour remettre ce prix, le président de Pacte, j'appelle Thomas Menant à me rejoindre sur scène. Bonjour à toutes et à toutes. Moi, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, donc nous on est spécialisé dans la grêle et comme vous le savez, depuis le mois de mai, on n'a pas le temps de faire des films. On travaille avec les compagnies d'assurance, les experts, bien évidemment, et évidemment les réseaux de carrosserie et les carrossiers. Donc au mois de mai, juin surtout, je crois que c'est 6 ans de grêle qui sont tombés en un mois. Des volumétries, je pense qu'on atteint, pour moi, je n'ai pas les chiffres SRA, mais on ne doit pas être loin d'1 million de voitures grêlées sur le territoire français. Je pense qu'on n'en est pas loin, je pense. Donc c'est des expertises, des devis depuis mai. Donc on aurait pu filmer, on a de moult véhicules à réparer. Donc on travaille dans tous les réseaux. On
On tient un restaurant, on a en gros 200 couverts, on en est au 5e service et il y en a encore 5000 qui attendent dehors. Donc pour l'instant, c'est à peu près, pour nous, Pacte, au jour d'aujourd'hui, c'est 8000 voitures réparées et on en a encore autant en stock, donc prévision 2023 sûre. Donc je pense qu'on est tous là sur la grosse crise grêle et on continuera toujours à vous épauler dans vos carrosseries, c'est certain. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir évidemment. Je vais vous demander de garder ces applaudissements pour nos 3 nominés. La carrosserie Despins, c'est Laurent Audry qui nous rejoint maintenant sous vos applaudissements. La carrosserie Lemonnier, Cyril René. Et la carrosserie Regache Renov Cars, c'est Julien Regache pour Autoneo. Et c'est Maxime Falconet qui me rejoint aussi sur scène, président du groupe Autoneo. Les applaudir encore. Bonjour. Bon, je pense que vous attendez la réponse. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Pour Autoneo, la carrosserie qui remporte le prix des As des Réseaux 2022 est la carrosserie Je vais pas faire comme mon ami Franck Tétard me tromper. Moi j'ai des lunettes, en tout cas j'ai pas peur de les porter. Non, parce qu'il me loue beaucoup de voitures pour la grêle aussi, donc... Et voilà, Regache, une entreprise qui mise sur la jeunesse, le dynamisme et l'enthousiasme, une équipe dans un écrin qui tient compte de l'environnement et une gouvernance qui a du peps. Alors ça, c'est, encore une fois, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle voilà, on a décerné ce prix-là plutôt à cette entreprise plutôt qu'à une autre. Mais tout à l'heure, encore une fois, les lauréats remonteront sur scène pour nous parler de leurs entreprises et pour savoir aussi, vous, ce que vous auriez aimé mettre en avant ce soir. Encore une fois, sous vos applaudissements, je vous laisse aller à la photo. Avec le prochain réseau, c'est le réseau Axial. Avant d'appeler les nominés sur scène, on va aussi découvrir un nouveau partenaire qui va me rejoindre juste après pour remettre le prix, c'est le partenaire Enterprise. Bonsoir à tous, je suis Laurent Delarare, directeur du développement pour la société Enterprise. Permettez-moi tout d'abord de remercier la FRCI et l'As des Réseaux de nous donner la possibilité d'être pour la première fois sponsor de ce bel événement. C'est un honneur pour moi et pour notre société d'être parmi vous ce soir. Félicitations aux nominés et aux lauréats qui font honneur au métier de la carrosserie. Peut-être que pour certains d'entre vous, Enterprise ne vous dit pas grand-chose, si ce n'est éventuellement un rapprochement avec le vaisseau du Capitaine Kirk de Star Trek. La réalité n'est pas si éloignée, puisque le nom Enterprise vient effectivement d'un vaisseau, ou plutôt d'un navire, l'USS Enterprise, sur lequel a combattu notre fondateur Jack Taylor dans la zone Pacifique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit terminé, Jack Taylor fut embauché en tant que vendeur dans une concession Cadillac à Saint-Louis dans le Missouri, aux États-Unis. Souhaitant créer son entreprise, Jack demanda à son employeur s'il pouvait lui acheter 7 véhicules afin de créer une société de leasing. Cette expérience lui a permis de remarquer que ses clients le sollicitaient pour trouver des solutions de mobilité lorsque le véhicule tombait en panne ou subissait un accident. Jack questionna son agent d'assurance en face de ses bureaux et découvrit que les clients étaient dirigés chez des concurrents situés aux aéroports pour bénéficier d'un véhicule de remplacement. Il expliqua à son agent qu'il serait mieux pour le client de bénéficier d'un véhicule de prêt plus proche qu'un aéroport. C'est ainsi que Jack créa Enterprise Rent-A-Car, société de location de véhicules courte durée spécialisée dans le véhicule de remplacement. En cette année 2022, nous célébrons nos 65 ans. Un peu plus de précision sur notre groupe. Nous sommes aujourd'hui implantés dans plus d'une centaine de pays avec un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards de dollars.
une flotte d'environ 2 millions de véhicules, près de 10 000 agences dans le monde, 70 000 employés et restons à ce jour une société privée et familiale dirigée par la 3e génération Taylor, puisqu'aujourd'hui c'est la petite fille de Jack, Chrissy Taylor, qui est aux commandes de notre groupe. Nous sommes fiers d'être le leader mondial de notre industrie et de proposer des solutions de mobilité globale à nos partenaires. Alors pourquoi nous sommes là ce soir ? Sachez qu'Enterprise réalise 50% de son chiffre d'affaires sur le segment du véhicule de remplacement. Que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, nos principaux apporteurs d'affaires sont les compagnies d'assurance, les carrossiers, les sociétés d'assistance et plus généralement l'écosystème qui tourne autour de la réparation mécanique et carrosserie. Nous sommes implantés en France depuis 2012 et fêtons ainsi nos 10 années d'existence sur l'Hexagone. Depuis notre arrivée, nous avons comme mission d'être la société du véhicule de remplacement en France. Nous avons couru pas mal de chemin sur ce terrain depuis que nous sommes arrivés, notamment avec les assisteurs. Si la finalité reste de louer des véhicules, notre ambition est de détecter des challenges ou des opportunités liées à la mobilité d'un client dont le véhicule a été immobilisé. Notre approche consiste à élaborer des solutions aux problèmes éventuels. Nous pensons que nous pouvons apporter une réelle expertise et une réelle expérience sur ce domaine. Aider les assureurs à proposer la mobilité attendue par leurs clients, quelles sont leurs attentes en termes d'équivalence de véhicules, que se passe-t-il lorsque le véhicule du client est déclaré épave, quelle est sa mobilité associée, quelles sont les solutions pour les flottes d'entreprises et notamment pour les véhicules utilitaires. Lors d'un accident non responsable, quelles sont les options de mobilité pour le client. Bref, beaucoup de sujets qui viennent s'entremêler avec vos activités de carrosserie. Nous aidons les carrossiers à maximiser les entrées ateliers grâce à une flotte diversifiée qui leur est disponible localement. Songez à ne pas refuser une réparation parce que vous n'avez pas un ou le bon véhicule disponible. En fonction de vos activités, nous pouvons apporter la flexibilité dont vous auriez besoin. Voici en quelques mots qui nous sommes et ce que nous essayons d'apporter comme valeur ajoutée sur le véhicule de remplacement en France. Merci de m'avoir écouté et au plaisir d'échanger plus tard ce soir. À très bientôt. Il est avec nous ce soir, Laurent Delarare. Je vais lui demander de me rejoindre sur scène pour remettre le prix du réseau Axial. Je vais demander à Jean-Pierre Rico aussi de me rejoindre, je le vois. Et toujours sous vos applaudissements, je vais vous demander d'accueillir nos 3 nominés. La carrosserie AK Vitrol, Stéphane Sinoquet, la carrosserie Ambo avec René Bruno, et le garage Genet avec Christophe Genet, sous vos applaudissements. C'est bon, tout le monde est là. Encore une fois, on peut les applaudir. Ça vous intéresse de savoir? Un petit peu? Bon, alors c'est parti. La carrosserie qui recevra ce soir le prix de l'As des Réseaux 2022 est la carrosserie. Encore une fois, vous pouvez tous les applaudir. C'est avec la petite marche que ça se passe. Dans un instant, encore une fois, nous serons tous les lauréats sur scène pour les entendre. Mais avant, il reste quand même un réseau qui va devoir remettre le prix à l'une de ces carrosseries, c'est le réseau 5 Star. Mais avant, je vais quand même demander à André Courtois de me rejoindre d'abord sur scène. C'est le partenaire, parce que là c'est pareil, on a 2 vidéos à montrer. Vous pouvez l'applaudir. Il est le dirigeant de Weinmann.
sur un exemple. Toutes les carrosseries que l'on fabrique avec nos clients, on les co-construit avec nos clients entièrement en 3D, en travaillant toujours sur les flux. C'est l'avenir, on a été quand même le concepteur de ce système de circuits courts et circuits longs. Et on y a ajouté avec nos clients une pièce qui est très importante pour faire des ateliers sur le modèle industriel, qu'on appelle du synthèse, des ateliers propres, sécuritaires, digitalisés et surtout aussi aujourd'hui respectueux de l'environnement. Parce que là, on a des équipements qui sont complètement asservis aux opérateurs et qui sont pourvus de systèmes qu'on appelle le start and stop, c'est-à-dire que la cabine aujourd'hui c'est très important. Elle sait se mettre en mode économique toute seule, sans avoir aucune intervention, afin de ne plus gaspiller d'énergie, ni gaz ni électricité. Complètement digitalisé, relié à des DMS, on est en capacité de pouvoir ramener sur un OR le prix de l'opération, le temps, mais surtout le coût énergétique, gaz et électricité. Et le but, évidemment, c'est de pouvoir relisser ça sur une année, puisque vous rentrez dans la période aujourd'hui où pendant les 6 prochains mois, vous allez dépenser 70% de votre consommation de gaz et d'électricité, vous allez dépenser dans les 6 mois qui viennent. Donc soyez très attentifs à l'utilisation de vos équipements. Quand on n'a pas ces systèmes-là, il faut retravailler l'éducation des opérateurs pour qu'ils utilisent la peinture, les cabines de peinture de façon très respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire respecter les consignes de fabricants de peinture, ne pas faire tourner les cabines à vide, on n'a plus le droit, on l'a fait pendant des années. Les gens, ils arrivaient dans l'atelier le matin, ils ouvraient la cabine, ils allaient boire le café, c'est fini. Si vous faites ça, ça va vous coûter très cher en mars prochain. Quand vous allez voir les factures de gaz arriver, ça va piquer. Donc soyez très vigilants. Nous, on a été à l'origine d'une campagne, Mon atelier éco-responsable. On vous distribue des affiches. C'est du management visuel pour expliquer encore une fois aux peintres, respecter les consignes de température, 20 degrés. À la maison, on met 19. Dans les cabines, on ne met pas 26 degrés, on reste à 20 degrés. Ne pas faire tourner les cabines à vide et mutualiser. Aujourd'hui, ouvrir une cabine pour un pare-choc, il faut arrêter, il faut mutualiser, il faut être plusieurs éléments dans la cabine et c'est comme ça que vous allez faire des économies. Parce que, je vous assure, la pratique et la digitalisation de nos cabines nous ont permis finalement aujourd'hui d'identifier tout le gaspillage que l'on peut avoir dans ces temps sur l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la cabine elle tourne et il ne se passe rien. Et on peut arriver comme ça des heures entières où il ne se passe rien. Donc là, du virtuel au réel, on va vous montrer à quoi ressemble l'atelier maintenant puisqu'il est créé. Et en quelques minutes, si vous me permettez, donc vous pouvez y aller là, vous pouvez envoyer l'image. C'est un atelier qu'on va créer, on va créer des dizaines comme ça tous les ans. On a accompagné les dirigeants de la garagerie à travers nos dernières technologies, accès évidemment performance, IT, mais aussi transparence, qui est assez nouveau en carrosserie. Et aujourd'hui, le résultat est tout à fait bluffant, puisqu'on est dans un atelier ultra moderne, très très performant, qui prend en considération le bien-être des salariés et des compagnons, et puis aussi qui répond à la satisfaction client et répond aux besoins des clients d'aujourd'hui. Nous avons 6 heures de préparation, ce qui nous permet d'avoir 2 postes dédiés pour les pièces démontées et 4 postes pour les véhicules. L'innovation de la garagerie, c'est notre cabine de peinture par translation que nous avons conçue pour les besoins de la garagerie. Cela nous permet de travailler en temps masqué sur la peinture. Comme le nom l'indique, One Day Repair, ça veut dire que nous devons réaliser les travaux dans la journée. La promesse de marque, c'est une réception de qualité, un travail de qualité et des délais tenus. Voilà. Merci. Et ça s'applaudit. Je terminerai que si l'on veut effectivement faire venir les jeunes dans ces métiers, et nous on est très engagés sur la formation évidemment, c'est de faire des carrosseries propres, sécuritaires, digitalisées, respectueuses de l'environnement. Je vous assure qu'on est très loin encore de ça. Et la jeunesse, elle n'acceptera plus les ateliers. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander maintenant d'applaudir nos nominés qui vont nous rejoindre sur scène. C'est la carrosserie Moletta Obrado, avec Jean-Pierre Obrado, la carrosserie Turco, c'est Sophie Turco qu'on reçoit, la carrosserie Boulanger, avec Thierry Boulanger. Je pense que c'est Alain Messin qui nous rejoint pour ça.
carrosserie qui remporte le trophée des As des réseaux 2022 pour le réseau 5 Star, c'est la carrosserie. Du métier pour se réinventer avec un nouvel outil de travail, mettre à niveau ses compétences, communiquer et devenir rentable. Vous pouvez encore une fois applaudir les 3 carrosseries 5 Star qui sont avec nous. Merci beaucoup, je vais vous laisser aller faire la photo. Alors peut-être la carrosserie Turco d'abord, parce que c'est elle qu'on va recevoir maintenant sur scène avec tous les lauréats. Donc je vous laisse aller faire votre photo. Pendant ce temps-là, on va installer évidemment les fauteuils. J'ai demandé aux lauréats de venir me rejoindre, même ceux qui ont gagné 2 fois, raison de plus pour venir. Rejoignez-nous peut-être un peu, Patrick Piris, rapidement, le temps qu'on installe, sur déjà ces trophées que nous avons remis ce soir. Bon, déjà, merci encore de votre écoute, et c'est pas fini, c'est là où on va en prendre dans le direct, puisque chacun va pouvoir s'exprimer du ressenti qu'il a d'avoir été plus nominé mais être élu ce soir. C'est très important pour eux, donc on va essayer de développer des sujets avec eux. Je tenais aussi à vous indiquer que François Mondello, le président de la Fédération des experts français, vient d'arriver, de nous rejoindre. Merci François. Donc voilà, on va attendre que la photo du dernier soit faite et on va avoir en débat avec nos lauréats de ce soir. Vous allez les connaître mieux, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils pensent de leur métier et savoir surtout ce qu'ils pensent de l'avenir. Donc c'est en direct. Pour certains, ils ont été préparés et pour d'autres, non. Donc soyez indulgents, mais je suis certain qu'ils ont énormément de messages à vous faire passer. Merci beaucoup Patrick. N'hésitez pas à intervenir si jamais pendant cette table ronde. Je vais demander désormais, encore une fois sous vos applaudissements, d'accueillir à nouveau nos 6 lauréats de ce soir sur scène sous vos applaudissements. Installez-vous. Et en attendant Sophie Turco qui fait sa photo, qui va nous rejoindre dans un instant, je profite pour rappeler que le partenaire Leaseway offre à tous les gagnants de ce soir un véhicule pendant 1 an de location, 1 an offert. C'est pas ça du tout. Ah, c'est tous les participants, il n'y a pas que les 6 lauréats. Ah. Et Sophie vient de nous rejoindre, merci beaucoup. Bah tiens, on va commencer par vous, vous êtes la plus près, puis on se passera le micro. Oui, vous pouvez lire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà de remporter ce prix? C'était il y a combien? 2 minutes à peu près? C'est ça, 2 minutes. Ça fait beaucoup plaisir, c'est un honneur parce que c'est beaucoup de travail. Pour un chef d'entreprise, c'est beaucoup d'investissement au quotidien. C'est des heures qu'on ne compte pas au détriment de sa famille. C'est les problèmes rencontrés par tous les chefs d'entreprise, quoi. Et c'est difficile à gérer. Merci pour ce témoignage. Vous pouvez l'applaudir évidemment. Je rappelle aussi que, et là je parle pour Choc, mais l'idée, évidemment, on va travailler avec les 18 nominés et même tous les carrossiers qui composent nos réseaux, mais on a voulu aussi, en plus du pack de communication, vous offrir le statut d'ambassadeur. Alors c'est un peu comme les Miss France. L'idée, ça va être pendant au moins 1 an jusqu'aux prochains As des réseaux, de vous utiliser et de vous faire parler de votre métier. Vous allez recevoir aussi un journaliste de Choc dans vos ateliers pour vous présenter un peu plus dans un portrait. Voilà, ce sera dans quelques jours, dans quelques semaines. Et voilà, on va essayer de vous suivre pendant toute l'année pour essayer de montrer ce que vous avez fait. Je pense notamment à la carrosserie Régache. Peut-être un mot de ce nouvel établissement que vous avez inauguré il y a peu de temps.
Oui, on l'a inauguré fin mai. Carrosserie toute neuve. Dernier cri, quoi. Niveau mise sur l'écologie, le bien-être salarial, et puis pour le matériel, quoi, niveau cabine, zone de ponçage. Même question, vous vous attendiez à gagner ce soir? J'espérais. Oui. Et pourquoi vous avez gagné, à votre avis? Je pense qu'on a gagné parce qu'on a une motivation, on a une motivation, on a un distributeur Centaure qui nous a beaucoup aidés dès le départ, ils se reconnaîtront, et puis les apporteurs d'affaires qui nous font confiance, tout simplement, qui nous ont donné une confiance, et puis nous on leur rend, et ça se passe très très bien. Donc on avance. Vous pouvez l'applaudir pour ça. Je vous laisse passer votre micro à votre voisin. Même question, pourquoi est-ce que vous avez gagné? Selon vous, pourquoi est-ce que vous auriez aimé gagner en tout cas, et pourquoi votre carrosserie mérite ce prix? Je sais pas. Je pense que c'est un métier difficile pour tout le monde, et on essaie de faire au mieux, investir dans l'avenir, investir dans le personnel, investir dans le matériel, de façon à être le plus performant possible. Très bien, ça s'applaudit aussi. Vous allez tous y passer, commencer à réfléchir à la réponse. Pourquoi la carrosserie Cléris a remporté les As des réseaux cette année? Je pense que ça concrétise tous les efforts d'anticipation, les efforts d'observation, toute la difficulté d'un chef d'entreprise d'avoir un super pouvoir qui est celui d'écrire son futur. Donc on a un privilège de pouvoir le faire. Nous avons des idées pour pouvoir le faire, et le réseau auquel j'appartiens, qui est Autodistribution, a toujours mis en avant la notion d'entrepreneur. En fait, nous sommes tous des entrepreneurs ici, et nous sommes à l'écoute des évolutions à la fois technologiques des véhicules, mais surtout des attentes de nos clients. Et toute la démarche de la carrosserie Cléris, qui est dans le sud-ouest, à Pau, à Biard plus exactement, visait à évoluer au gré des évolutions. Donc un peu comme on ne voulait pas être les derniers dinosaures qui étaient les seuls à ne pas voir que la météorite s'écrasait sur eux. Donc on l'a vu arriver, cette météorite, on a essayé de la dévier, et on a mis en œuvre toutes les anticipations, toutes les réflexions métiers qui nous ont permis d'avancer. Et ce prix me fait énormément plaisir pour l'ensemble de mes collaborateurs, parce que c'est grâce à eux que nous avançons. Et c'est cette intelligence collective, non pas qui nous rend intelligents à nous, mais qui permet de faire avancer l'entreprise, et qui permet de faire avancer ce métier qui n'est qu'au début de sa transition. Merci beaucoup. On remonte un peu en France, on va vers Tours, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Pourquoi la carrosserie Esthétique Auto? Et pourquoi pas? Je pense que depuis 9 ans, j'ai essayé de remettre l'humain au centre des préoccupations du métier de la carrosserie, en impliquant, en recrutant des jeunes et en dédiant beaucoup de temps à leur formation et à leur montée en compétences, avec des moins jeunes également. Et je pense que ça reste la clé de la réussite à venir. Sans bons réparateurs, impossible pour nous de poursuivre notre métier dans les règles de l'art et dans sa noblesse également. Merci beaucoup. Et enfin, notre double lauréat de la soirée, au moins pour le prix du réseau. Pourquoi Salva 2000? Pourquoi? Parce que... Bonsoir à tout le monde déjà. C'est parce que c'est 25 ans d'efforts et beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices, comme tout le monde. Hein. Mais puis voilà, je sais pas, je suis content. Voilà. Ça s'entend en tout cas. Merci beaucoup. On a entendu parler beaucoup là dans vos témoignages de difficultés. Quelles sont les difficultés, gardez le micro, quelles sont les difficultés de la carrosserie aujourd'hui? Aujourd'hui, la difficulté, c'est de recruter des jeunes, des carrossiers. Je trouve que c'est dommage parce que pour moi, à mes yeux, c'est le métier le plus beau au monde. Mais on a du mal à recruter des carrossiers et surtout de les former, quoi. Voilà. Nous, chaque année, on forme des apprentis. Et souvent, l'équipe qu'on a, c'est des apprentis qui
ils ont eu leur CAP qu'on a gardé dans notre établissement, quoi, voilà. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur, quoi. Voilà. Et vous l'expliquez ça, du coup? Oui, bien sûr. Comment? Quelles sont pour vous les raisons qui font... Pour moi, je pense que ce métier a été tellement dévalorisé que les jeunes, ils sont partis dans d'autres milieux, justement pour un niveau salaire, gagner plus. Et puis ils ont carrément arrêté ce monde de la carrosserie. Aujourd'hui, c'est un métier qui est de nouveau reconnu, et forcément les jeunes, ils ont envie de nouveau de gagner de l'argent, ils se font bien payer, et puis aujourd'hui c'est pour ça que c'est compliqué à en trouver, quoi. Ils se font bien payer. Voilà. Mais c'est normal, c'est bien. Voilà. Est-ce que c'est partagé par tout le monde autour de la table? On parle des difficultés, là celle-ci en tout cas celle du recrutement, on peut repasser le micro dans l'autre sens. Est-ce qu'à Tours on ressent aussi cette difficulté de recruter aujourd'hui? Oui, complètement, c'est général, national. Je pense qu'il faut redorer le blason de la carrosserie. Il faut aussi leur redonner les moyens aux jeunes d'être compétents en sortie de CAP, ce qui n'est pas encore le cas, je pense, pour être employable au vu des technologies, technicités qui sont requises dans nos ateliers. Néanmoins, ce n'est pas impossible, donc il faut commencer par rendre attrayant notre métier et adapter des moyens de communication qui leur parlent, les attirer. Ça va être le point 1. Monsieur Laroutis, vous parliez de difficultés aussi tout à l'heure. Peut-être une autre, mais le recrutement aussi, votre avis? Complètement. Sur 12 mois glissants, j'ai perdu 10 collaborateurs. 12 mois. Bon, c'est compliqué pour une entreprise de pouvoir gérer ses prévoirs, mais sécuriser sa masse salariale, quelque part, c'est important. Moi, ce que je peux constater, c'est que notre métier est fait de tradition. Une tradition qui ne cesse d'évoluer depuis l'ancienneté de ce métier. Elle est faite également de transmission. Donc la capacité intergénérationnelle de pouvoir former des jeunes, de pouvoir les intéresser à ce métier et de pouvoir s'inscrire dans un apprentissage qui est un apprentissage de toute une vie. Ce qu'on peut constater, c'est que il y a eu une accélération, je dirais, très sensible de la technicité des véhicules. Il y a une accélération sensible du niveau de technicité attendu, donc de la capacité d'avoir une formation adéquate par rapport aux réparations qui nous sont demandées et qui engagent notre responsabilité. Nous sommes tous ici chefs d'entreprise. Et le projet que nous portons, qui est l'attractivité de ce métier-là, et qui, je dirais, il ne faut pas se le cacher, je dirais, c'est un peu délité avec le temps, alors que ça reste un métier passion. Donc l'automobile a toujours fait rêver, qu'il soit thermique ou électrique, peut-être hydrogène, on verra. En revanche, l'évolution de ces technicités métiers font que le niveau de compétence attendu aujourd'hui n'est rien par rapport à celui qui sera, je dirais, attendu demain. Donc il faut regarder vers le futur. Je pense que tous ici, l'optimisme est de volonté. Il faut y aller, il faut y croire. Et à nous, entrepreneurs, de proposer des projets qui donnent envie et attirer vers nous des jeunes, pas forcément qui ont choisi par défaut ce qu'ils vont faire, mais moi j'ai 2 enfants qui ont 19 et 21 ans, ils savent encore de leurs études qu'ils ne feront pas le même métier toute leur vie. Donc, il y a cette mobilité interprofessionnelle qui est importante. Faire ce que l'on aime est important. Et la valorisation d'un métier ne tient pas uniquement à une ligne en bas d'une fiche de paie. Donc, à nous également de mettre les moyens d'attirer les compétences, de les former, de les faire évoluer. Justement, vous passez le micro à votre voisin. Julien, c'est une nouvelle carrosserie. Alors, oui. Je vous invite encore une fois, vous allez dire je fais ma pub, mais c'est un peu le cas. Allez sur Choc, puisque dans les premiers reportages que nous avons faits, oui, nous sommes allés vous voir. On va revenir pour le portrait qu'on offre évidemment à tous les lauréats, mais on est déjà passé vous voir pour l'inauguration de cette nouvelle carrosserie. J'imagine que c'était aussi une nécessité d'attirer aussi par un bâtiment, une infrastructure et puis une réponse à ces questions. Ça nous a permis parce qu'on est en pleine mutation, nous, moi à l'heure actuelle je suis en mutation. Moi je suis en phase de je délègue beaucoup de postes à l'heure actuelle, partie administrative, partie mécanique et là donc carrosserie, et c'est vrai que ça m'a ouvert les portes de gens qui sont venus amener des CV spontanément, des très bons CV même, donc ça nous a permis de pouvoir prendre de très bons carrossiers à l'heure actuelle localement.
Et on va continuer dans cette phase. Puis on est aussi dans la phase d'apprentissage, mécanique et carrosserie. On a déjà 2 apprentis. Et c'est des bijoux bruts, comme je leur dis tout le temps. Et nous, on est là pour les polir, on est là pour apprendre le métier. Et c'est compliqué, il faut les motiver. Et la motivation, c'est à nous de leur donner. Qui aiment le métier, qu'ils aiment le métier, qu'ils ont envie de le faire, tout simplement. Et vous parliez tout à l'heure de respect de l'employé, de l'écologie aussi. Ça, c'est des valeurs que vous ressentez nécessaires pour attirer des jeunes, notamment. Oui, leur montrer qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art, que ce soit traiter un déchet correctement, tout simple, éteindre une lumière. Enfin, c'est des choses bêtes, mais à l'heure actuelle, il faut éteindre les lumières, il faut ranger les choses au bon endroit, il ne faut pas faire trop chauffer, comme disait notre collaborateur pour les cabines de peinture. Parce qu'en fait, on est en train de partir dans un moment compliqué. Et puis, c'est aussi, il faut leur montrer qu'il n'y a plus d'abondance, comme disait notre cher président. Il avait la raison, il n'y a plus d'abondance, il faut être réaliste. Et il faut leur apprendre, c'est à nous de leur apprendre. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Pareil, même question sur les difficultés. Le recrutement, vous le ressentez? Peut-être d'autres difficultés aussi? Nous, le recrutement, au départ, à l'ouverture de la boutique, parce que c'est une boutique qu'on a créée en 2020, qui est assez récente. Oui, c'était compliqué, mais comme je disais, c'est une boutique moderne, nouvelle, avec tout matériel. On a fait faire des formations. On a aujourd'hui l'agrément Tesla, par exemple. Ça attire les gens. Et aujourd'hui, on a une équipe de collaborateurs qui sont performants et compétents. On n'a plus trop ce problème. Très bien. Donc ça, c'est pour vous pas spécialement la plus grosse difficulté aujourd'hui. Peut-être une autre. Je vous demandais de rapprocher votre micro de votre bouche pour qu'on vous entende un peu. Je pense que tout le monde ici retrouve la même problématique. C'est valoriser en matière de temps le travail qu'on a à faire sur nos véhicules. Il faut arrêter de tirer toujours vers le bas. À un moment, une réparation, ça a un coût. Il y a du temps à passer si on veut le faire dans les règles de l'art. Et il faut qu'on nous donne les moyens. Je pense que il y a un message à passer là? Non, j'en parle pas. Sophie Turcot, même question, difficulté? Difficulté, oui, de recrutement également, mais je pense que ça ne touche pas que le secteur de la carrosserie, tous les métiers sont concernés. Après, c'est vrai on rencontre aussi la difficulté entre l'évolution technologique, il faut adapter, réadapter tout le monde, réapprendre à travailler, nouveaux matériels, nouveaux produits, nouveaux outils, mais en même temps, c'est paradoxal parce qu'on demande aussi de conserver la vraie tôlerie, le vrai travail manuel, ce qu'on n'apprend pas forcément aux jeunes à l'école. Donc, en même temps, il faut garder nos vieilles façons de travailler et en même temps avancer avec l'innovation, voilà. Merci beaucoup. Autre question, peut-être plus simple, mais comment vous envisagez aujourd'hui votre métier? Être carrossier aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour vous? Une définition, si je vous demandais une définition. Beaucoup d'administratifs. On sera bientôt une lourdeur administrative au quotidien, et puis ça s'arrête pas, et j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Ouais. Voilà. Vous aviez votre téléphone tout à l'heure, vous avez écrit quelque chose, vous avez un message aussi à passer? Non, j'avais préparé quelque chose, mais finalement non. Finalement non, bon, très bien. Je vous laisse passer votre micro aussi. Même question, une définition du métier de carrossier. Le métier de carrossier aujourd'hui, oui, c'est beaucoup de problèmes administratifs, de plus en plus administratifs. La formation à l'initiale qui est compliquée et qui n'est pas à la hauteur de nos besoins aujourd'hui, donc il faut les envoyer en formation. Enfin, nous, on les envoie régulièrement en formation, soit au CESVI ou chez le constructeur pour Tesla. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a eu à une période un problème de compétences et voilà. Très bien, merci. Julien, même question. Moi, je vais dire, il faut être magicien, tout simplement. Il faut leur mettre des paillettes dans les yeux, il faut leur montrer qu'on peut faire un truc extraordinaire. On peut arriver avec une voiture qui est très très abîmée, très très endommagée, et puis hop, elle repart, elle est toute neuve, le client est content, ça se voit pas la peinture. Voilà, faut leur donner envie, voilà, leur montrer qu'il y a des choses qu'on peut sauver, d'autres qu'on peut pas sauver, et que là il faut raccorder, là il n'y a pas besoin, et puis voilà, il faut leur montrer qu'on a un métier formidable, tout simplement. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec le métier formidable. C'est avant tout préserver la mobilité de nos clients, être carrossier. Je dirais être carrossier, c'est surtout être réparateur.
Le champ de compétences de la carrosserie aujourd'hui s'est élargi à la carrosserie, à la mécanique, à l'électrotechnique, à la peinture. C'est être innovant sur les attentes de nos clients, qu'elles soient traditionnelles, telles qu'on peut l'entendre, qu'elles soient premium dans la partie marque constructeur, ou qu'elles correspondent aujourd'hui à une carrosserie qui revient de l'esthétique, de la remise en état, liée à l'évolution du mode de détention, de la propriété à l'usage du véhicule. Donc il y a tout un marché qui s'ouvre. Je dirais qu'il y a énormément de perspectives sur le métier de la carrosserie aujourd'hui. Merci beaucoup. Même question, une définition du métier de carrossier, si je peux un petit peu vous orienter, parce que j'ai suivi un petit peu ce que vous faisiez toutes et tous. Je crois que carrossier, c'est pas que la voiture non plus. Alors non, enfin oui. Disons que je suis issue d'un parcours plutôt recherche et développement. Et on amène toujours un peu de son ancien métier dans un nouveau métier. Et il est vrai qu'on a diversifié certaines activités de carrosserie au profit notamment d'activités plus artistiques. Donc ça peut faire partie des projets qui motivent et qui permettent de relever les nouveaux défis humains pour le carrossier. Mais c'est vrai qu'avant tout, pour moi, être carrossier, c'est relever les défis techniques, technologiques, digitaux, de communication, de stratégie et humains. Je pense qu'on doit être sur tous les fronts. C'est ça aujourd'hui, être carrossier. Merci beaucoup pour cette belle définition. Ce sera pour vous le mot de la fin. Même question. Ouais, moi je rejoins ce que mes collègues ont dit. C'est une voiture qui revient toute cassée, la redonner étincelante, toute belle, toute brillante, que le client soit content. Et pareil, je dis aussi, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup trop même. Quand on voit, il y a 25 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. La photo-expertise n'existait pas encore. Et puis voilà, c'est devenu un autre monde de la carrosserie, quoi. Mais c'est bien, c'est pour la nouvelle génération. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être... On va évidemment faire une photo avant de se séparer. Patrick Iris, une question en plus? Non, ça va, j'ai posé les questions qu'il fallait. Tant mieux. Pour la photo, on échange. Hop. Allez, on va prendre la photo ensemble. On l'a ici. Bon, vous voulez la prendre ici? Allez, allez. Vous pouvez les applaudir encore. Merci à tous. Alors, attends, elle est déjà. Comme je vous l'avais annoncé, ce soir, on a le privilège, parce que c'est vrai que souvent on parle de l'éducation nationale, et c'est un sujet récurrent qu'on entend depuis des années. Et je pense que peut-être en ce qui me concerne, mais par rapport à l'expérience qui est la mienne, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Pascal Costin qui vient d'arriver, qui est inspectrice générale à l'éducation nationale, avec qui nous avons travaillé la refondation des examens. On peut la remercier parce que c'est quand même exceptionnel que cette personne soit là avec nous ce soir. Merci. Je lui donne 2 minutes la parole. C'était pas prévu, mais c'est quand même, ça me paraît... Non, ça va être juste 30 secondes, parce que nous avons parfaitement entendu que vous aviez des besoins, que vous aviez beaucoup d'attentes sur la formation initiale. Nous aussi, nous sommes exigeants avec les élèves que nous formons. On a beaucoup travaillé avec vous sur l'écriture des référentiels, sur les activités, les tâches professionnelles que vous souhaiteriez, que nos élèves... sachent développer, hein. Donc on a vraiment tout revu ensemble. Je pense que vous verrez que les documents de ces nouveaux référentiels CAP, les 2 CAP que nous avons créés et le Bac Pro répondent à vos besoins. Après, j'ai entendu qu'il y avait des magiciens parmi vous. Nous ne sommes pas magiciens. C'est-à-dire que nous avons des élèves, on a ceux qui sont dans nos formations, et avec vous, parce qu'il y a beaucoup on en entend beaucoup parler en ce moment. Vous savez qu'il y a des périodes de formation en milieu professionnel. Vous avez des apprentis chez vous aussi. Donc c'est une co-construction qu'il faut faire avec
les enseignants qui sont issus de... Les enseignants de carrosserie, c'est très souvent des professionnels qui ont décidé de devenir enseignants. Donc, je vais dire, c'est un co-travail que nous faisons ensemble et nous espérons vraiment que ces nouveaux référentiels correspondent davantage à vos besoins et qu'ils attireront davantage les jeunes parce qu'ils se projetteront plus vers le carrossier et le peintre du 21e siècle alors que les référentiels dataient du 20e siècle, quoi. Voilà, c'est l'espoir qu'on peut avoir et on espère vraiment tous ensemble y arriver. Voilà, donc merci beaucoup à vous de votre accueil et puis voilà, bonne chance à ces nouveaux référentiels. Merci beaucoup. On arrive bientôt au terme de la soirée, mais avant la fin de cette soirée, nous voulions aussi parler de certains sujets qui ont été évoqués, d'innovation, de jeunesse, d'énergie aussi. Et nous avons un invité spécial ce soir, c'est Éric Barbarou. Je lui ai demandé de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Bonjour monsieur, merci. Bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à Patrick de m'avoir invité et proposé de prendre la parole. Alors je suis très honoré parce que je représente ici finalement la filière du sport automobile et je vais essayer de vous convaincre que cette filière, qui n'est pas forcément toujours très connue, on la voit à travers la Formule 1, mais souvent ça s'arrête à ça, elle peut apporter quelque chose dans ce moment clé qui est quand même une vraie révolution de la mobilité. D'abord, juste pour me présenter un tout petit peu plus et présenter comment je me suis retrouvé en sport automobile sans être un pilote d'exception. Je suis au départ ingénieur de l'armement. J'ai été chef de projet du Charles Leclerc. J'ai connu des problèmes de carrosserie, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que les vôtres. J'ai eu à gérer des vrais problèmes techniques et je me suis retrouvé de fil en aiguille en cabinet ministériel au ministère des Sports avec Guy Drut pour surveiller, on va dire superviser la construction du Stade de France. À une époque où un beau chantier en France, c'était celui de la Coupe du Monde 1998, c'est il y a quelques années, avec un bel objet à construire et la nécessité de quelqu'un qui était plutôt ingénieur au cabinet du ministre pour vérifier que, enfin vérifier, on va dire, essayer d'accompagner autant que faire se peut ce stade, ce beau stade qu'est le Stade de France. En cabinet, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Prost qui montait son écurie et comme j'avais une vraie passion pour la compétition, je suis allé travailler avec lui sur la construction de son usine, sur différents d'autres sujets. J'ai basculé comme directeur général de la Fédération française du sport automobile et je me suis retrouvé assez vite confronté au problème du Grand Prix de France. Grand Prix de France de Formule 1 qui disparaissait, on était en 2003, faute de financement, faute d'intérêt, faute d'enthousiasme. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui est quand même pas normal. On a inventé en 1906 les premiers Grands Prix, c'était le Grand Prix de l'Automobile Club de France. Et à l'époque, aller voir un Grand Prix sur la place de la Concorde, c'était le truc à la mode. Il fallait aller voir ça, c'était incroyable. Et puis là, un siècle après, en 2006, on se retrouvait à mendier, à faire l'aumône pour essayer de sauver un Grand Prix face à des pays qui arrivaient avec beaucoup d'argent. On s'est dit, ça va pas. Qu'est-ce qui a été raté? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Donc on a regardé un petit peu, puis on a, c'est vrai, fait le bilan que la compétition avait très bien suggéré deux phases, compétition automobile. Une première phase qui était tout simplement la recherche de la vitesse, de la performance, celle qu'on voit dans les films des années 60. Il fallait le plus vite possible, il ne fallait pas casser, ça c'était très bien. Il y a une deuxième phase dans laquelle le sport automobile a apporté beaucoup à la mobilité et à l'industrie auto, c'est la sécurité, cette phase de la sécurité, malheureusement avec des accidents médiatisés, des héros qui ont disparu. Et là où le sport s'est dit on va peut-être trop vite, il faut peut-être s'occuper de la sécurité. Et elle a été efficace, on l'a d'ailleurs vu il y a 2 ans avec Romain Grosjean. Mais par contre, il y a une troisième phase qu'elle n'avait pas du tout vu venir, c'était celle de l'environnement. Celle de l'environnement, et quand nous on allait quand même à haut niveau, à Matignon, à l'Elysée, pour défendre le Grand Prix de France, on nous disait oui mais votre Grand Prix c'est bien, mais ça pollue, personne ne fait le moindre effort pour s'occuper des nouvelles énergies. Bon. Et là on s'est dit c'est vrai, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et alors à l'époque, modestement, avec un associé, on a créé une société qui s'appelle Electric Formula, qui a été créée donc en 2010, donc elle a maintenant 12 ans, dont je suis cofondateur et président, et on a eu l'idée, on a essayé de voir si le sport pouvait une nouvelle fois essayer de tirer la machine mobilité, on va dire. Donc on a
réussi à développer un démonstrateur avec une société d'ingénierie. Alors je reviendrai tout à l'heure parce que c'est intéressant de voir comment on parlait tout à l'heure du cerveau collectif, l'intelligence collective, comment l'intelligence collective peut parfois dépasser ce que les meilleurs ingénieurs pensent dans leur coin quand ils ne parlent pas ensemble. Cette boîte d'ingénierie, cette société d'ingénierie nous a dit banco, on va essayer de faire un prototype électrique. Pourquoi on est allé sur l'électrique? Parce qu'il nous semblait qu'étant dans le sport, il ne fallait pas de compromis. On était là pour chercher un peu l'asymptote. Donc tout ce qui était hybride, c'était forcément du compromis. Il fallait aller directement sur le full électrique. On a développé un prototype. On a discuté avec des ayants droit de compétition, donc des gens qui gèrent les grands événements et qui nous ont dit pas assez long l'autonomie de la voiture, pas assez rapide. Donc on a revu la copie. Et puis au bout de 2 ans, on a été capable de présenter un prototype. Et là, la FIA, la Fédération internationale automobile, s'est dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. De fil en aiguille, je fais court. On a participé donc à la création d'un championnat qui s'appelait Formule E. Alors, les plus passionnés de sport automobile dans la salle connaissent peut-être, c'est des monoplaces électriques. On en a donc été à l'origine avec un prototype qu'on a fait, qu'on a vendu à Formule E, qui se créait sous l'égide de la fédération. Et on a été très heureux en 2014 de monter la première épreuve. On voulait que ce soit pas trop loin de Paris et Londres où on était installés. Dans les faits, ça a été à Pékin. On ne pouvait pas faire tellement plus compliqué. Mais on est allé courir là-bas en 2014. La première course s'est bien déroulée. Et puis le championnat s'est développé. Une fois qu'on avait monté ce championnat en 2014, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant ça roule. Il nous manquait quelque chose. Il y avait un Grand Prix de F1 qui était toujours absent, puis il n'y avait pas de course en France. Donc là on s'est dit ça va pas, il faut qu'on fasse une course électrique. Et on est allé voir la maire de Paris, fraîchement élue, et qui nous a dit pourquoi pas. Moi on me dit que je suis anti-automobile, c'est pas vrai, je suis derrière la voiture électrique. Proposez-moi un bel endroit et je suivrai. Alors on a cherché. On a trouvé, moi j'ai dessiné même un circuit depuis justement Pékin, c'était en 2014, et on a dessiné un circuit autour des Invalides. Et finalement, ce circuit a pu se faire dans une période très compliquée, une période des attentats en 2015-2016, vraiment très dure. Mais le gouvernement, la ville de Paris, la mairie du 7e, tout le monde s'est mis derrière, et finalement on a réussi à faire 4 éditions de ce Paris e-Prix, puisque la compétition s'appelait comme ça. Malheureusement, on a été rattrapé par le Covid. Et en 2020, on a dû annuler à 1 mois de l'événement. Il y a eu 2 années d'interruption. Et revenir, c'est très difficile parce que là encore, comme en Formule 1, d'autres pays arrivent avec beaucoup d'argent, voient le succès de la Formule 1 et se disent nous aussi, on veut être dans l'histoire. Voilà, ça c'est un petit peu pour résumer un parcours. Autant vous dire qu'il y a 12 ans, quand moi j'organisais le Grand Prix à Magny-Cours et que je commençais à dire qu'il faudrait qu'on passe à l'électrique, on nous prenait vraiment pour des fous. Voire quand on ne nous insultait pas en nous disant vous trahissez la cause, voilà, le sport auto ça doit faire du bruit, de la fumée. Bon, nous on a tenu le cap pendant 12 ans et finalement ce championnat existe et aujourd'hui je pense qu'on ne remet pas en cause le bien fondé de l'électrique pour la compétition. Alors cette filière, je vais en dire quand même un mot, cette filière des sports mécaniques, parce que je vais englober dedans la moto. C'est une filière qui pèse 2,3 milliards d'euros en chiffre d'affaires en France, donc c'est pas une micro-filière, c'est quand même quelque chose qui a un certain poids, qui est tutélée par 2 fédérations, Fédération du sport automobile et Fédération française de la moto. Il y a la FIA qu'on connaît bien, qui est la fédération mondiale, évidemment, et puis un groupement professionnel aussi qui s'occupe plus particulièrement des professionnels. Combien d'employés? À peu près 13 500 emplois à temps plein. Plus, et ça c'est important, c'est une des particularités du sport, 130 000 bénévoles qui chaque week-end sont là pour faire en sorte que les compétitions aient lieu. Alors combien de compétitions? En gros 2300 compétitions par an. Donc on voit les 24 heures du Mans, ça en est une, mais vous avez une petite course de trial en moto, vous avez une course de karting dans un coin. Tout ça c'est un total de 2300 dispatchés en 47 disciplines différentes. Et dans les 47, je mets la Formule 1 comme je mets le motoball ou la course de côte. Donc c'est un sport assez complexe avec beaucoup de diversité. On voit encore une fois la partie émergée de l'iceberg à travers la Formule 1, c'est ce qu'on voit le plus, mais c'est énormément de disciplines, de règlements et de commissions qui travaillent pour faire fonctionner ces 47 disciplines. Si on rentre plus dans le détail, on se rend compte qu'en France, aujourd'hui, on a à peu près 1000 lieux de pratique. Alors, ce que j'appelle lieux de pratique,
pour une grande majorité, il y en a 600, ce sont très souvent des petits circuitaires qui sont par-ci par-là, un peu sur le territoire, où on va faire de la moto, alors de moins en moins, parce qu'il y a des normes de bruit qui font qu'en attendant les motos électriques, ces circuits ont du mal. À peu près 600 circuitaires, à peu près 350 pistes de karting, et puis il reste 38 gros circuits, on va dire des circuits asphalte, auto-moto, et parmi ces 38, c'est vrai qu'on entend souvent parler du circuit du Mans, du circuit du Castellet et du circuit de Magny-Cours, qui sont un petit peu les trois plus gros. Donc voilà un peu ce que représente cette filière, avec tous ces lieux de pratique, avec tous ces employés, avec toutes ces disciplines. Alors, qu'est-ce que la compétition peut apporter finalement à l'univers de la mobilité dont vous faites partie? Je crois qu'il y a deux choses importantes qu'on apporte et qu'on est vraiment, et d'ailleurs le présent nous montre que ça continue. La première chose, c'est la technologie, c'est l'innovation technologique, incontestablement. Et je vais vous donner des exemples précis. Et puis la deuxième chose, c'est la promotion, c'est la formation, c'est la capacité, on parlait d'étoiles dans les yeux tout à l'heure pour recruter des gens, oui, ça en fait partie. Moi, tous les jours, des gens viennent nous voir en disant la compétition, c'est extraordinaire, les mécanos qui réparent une voiture pendant la nuit dans un garage avant le Grand Prix, c'est extraordinaire. Ça attire quand même parce qu'il y a un côté, dans la compétition de défi, de challenge qui intéresse. Alors, premier volet, l'innovation et la technologie. Pourquoi, effectivement, et souvent on dit oui, mais ça c'est pas vrai, c'est bidon, parce que maintenant il y a des bancs d'essai, il y a de la simulation, plus besoin de mettre des gens côte à côte pour que ça avance. C'est pas vrai, ça continue, et Eric Laroutis parlait tout à l'heure encore une fois de l'intelligence collective, c'est pareil, le cerveau collectif en sport il marche très bien, parce que vous avez une unité de lieu, unité de temps. Vous mettez des gens qui sont normalement des concurrents, qui vont essayer de ne pas se croiser pendant toute l'année, et là ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de cohabiter. Ils cohabitent sur un circuit, mais ils cohabitent aussi, parce que ce que vous voyez à la télé, c'est juste la fin d'un process, d'un cycle. Il y a eu des commissions pour faire des règlements. Quand une Ferrari est à 1/10, 1/100, 1/1000 d'une Mercedes, ça ne tombe pas du ciel. C'est parce que beaucoup de gens ont réfléchi à des règlements qui maintenaient un intérêt sportif. Donc ça veut dire que les gens ont dû confronter leur savoir-faire, leurs compétences, se mettre autour d'une table, travailler malgré le fait qu'ils étaient concurrents. Et ça, ce cerveau collectif-là, il est très difficile à trouver en dehors du sport de haut niveau. Ça, c'est le premier volet. Donc, à un moment donné, on partage les infos et forcément, il y en a un qui trouve quelque chose que l'autre n'avait pas trouvé. Je vous avais dit tout à l'heure, je vous donnerai un petit exemple de la façon dont ce cerveau collectif fonctionne. Quand on a décidé de faire une voiture électrique de course, dans les années 2010, mon groupe d'ingénierie avec lequel je travaillais, je lui demandais le potentiel de progression technologique autour de l'autonomie des batteries. Et il me disait, en gros, ça progressera de 2 à 3% par an. Donc, fait des prévisions de performance sur ces bases-là. Ce dont on s'est rendu compte avec Formule E, c'est qu'en 5 ans, on a été capable de faire une épreuve de 40 minutes avec une seule voiture, alors que lorsqu'on a démarré le championnat 5 ans avant, il fallait 2 voitures. Et Alexandro Agag, qui lui a été le financeur, le grand maître d'œuvre de ce championnat Formule 1, m'avait dit « Tu verras, on va faire 2 voitures. » Moi, j'y croyais pas, je reconnais. On va faire 2 voitures. Le pilote changera de voiture au bout de 20 minutes. Je disais « Mais ça ressemblait à rien, un pilote qui change de voiture. » On l'a fait. Et la meilleure preuve que ça marchait, c'est que tout le monde a été finalement quand même bluffé par le fait qu'au bout de 5 ans, on arrivait à faire une course complète avec une seule voiture. Alors si vous décomposez ça de façon un peu linéaire, doubler l'autonomie, doubler les perfos sur 5 ans, ça veut dire une progression de 15% par an en moyenne. Donc on est bien loin des 2 à 3% que moi j'entendais de la part des ingénieurs qui effectivement, tout seuls dans leur coin, en poussant le bouchon comme ils pouvaient, disaient on arrivera peut-être à 3%, allez 4% si on est bon. Donc le cerveau collectif, il fonctionne parce que tout le monde est au même endroit avec les mêmes règles du jeu. Ensuite, il y a un autre argument effectivement qui fait que le sport, la compétition permet d'accélérer et d'être toujours en avance sur la technologie. C'est qu'on a un mode de fonctionnement qui est démocratique. Il y a des conseils mondiaux, il y a des commissions, mais une fois que quelque chose est décidé, il y a des saisons qui sont faites, il y a des calendriers qui sont publiés, et les choses, elles se font, c'est un rouleau compresseur. On ne peut pas dire, tiens, on va mettre en place une ZFE, les gens râlent un peu, alors on va décaler tout ça. C'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, là, la F1, elle a décidé qu'en 2026, elle était 50% électrique et 50% carburant sans carbone. Elle le sera. Tout ce qui a été décidé, si vous regardez, ça se fait. Parfois, il y a des crises, parfois, il y a des problèmes, parfois, on change, mais il y a un mode de gouvernance qui est simple. On veut participer,
très bien, on s'adapte aux règles, mais il n'y a pas de possibilité de... Voilà, on n'est pas dans un domaine où la majorité va râler, puis on va différer des choses. On a des calendriers qui sont assez précis, et ça sert quand même à tenir des caps. Alors, bien évidemment, au-delà de la technologie et de ce que l'on peut voir sur effectivement les projets, comme les progrès, pardon, comme je viens de le dire, sur les autonomies, où on a doublé en 5 ans finalement les capacités. Le deuxième, je pense, la deuxième force de notre discipline, c'est le volet promotionnel. C'est vrai que voilà, ça reste quelque chose qui fait rêver, la compétition, le haut niveau, les champions, tout ça, ça attire et il faut s'en servir. Et là, c'est vraiment un point, et c'est un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé avec Patrick, notamment sur un circuit qui est celui de Pau, qui est un des plus beaux circuits français, pour Arnos. La promotion, il faut s'en servir. Il faut se servir du fait que jamais, notamment ces derniers mois, il y a eu autant de monde intéressé par la F1. C'en est même surprenant. Le sport automobile réintéresse énormément. Tous les circuits ont été pleins. Une audience télé énorme. On me dit c'est Netflix. C'est peut-être Netflix, tant mieux si c'est Netflix. Je pense qu'il y a une recherche de l'excellence, il y a un cocktail finalement de choses réunies au même moment qui font qu'il y a un intérêt, peut-être aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, sur la recherche d'excellence, le challenge finalement. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un fort volet promotionnel autour des sports mécaniques. Et cette promotion, il faut essayer de s'en servir, pas seulement effectivement pour valoriser une marque ou un pneu, parce que je crois qu'aujourd'hui, le problème sur la mobilité, il dépasse ça, mais il faut se servir de ce fort volet promotionnel pour finalement faire adhérer un peu tous les utilisateurs sur ce qui se passe sur la mobilité. Nous, ce que l'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a énormément de sujets où le monde des circuits, le monde de la compétition peut aider à cette transformation. On vient de parler de l'énergie. C'est évident que nous, on trouve encore, et on a fait un séminaire sur un circuit à très peu de temps, avec un très grand groupe qui est dans l'électricité, on ne va pas donner le nom, mais il y avait une majorité de salariés qui ne veulent pas des voitures électriques. Alors, ils ont peur d'ouvrir le capot, ils vont s'électrocuter, ils ont peur de tomber en panne, évidemment, ils ne peuvent pas partir. Alors, pour ceux qui sont des cadres et qui ont des voitures de fonction, là c'est dégradé, parce qu'on leur dit vous avez pu aller à Nice avec votre voiture, difficile. Bon. Donc, on s'est rendu compte à quel point, aujourd'hui, il était quand même nécessaire que cette promotion, que ce savoir-faire et ce côté vitrine, on puisse quand même aussi l'utiliser pour dédramatiser tout ça et dire aux personnes, attendez, non, c'est une voiture électrique, c'est pas si compliqué à conduire, vous n'allez pas tomber en panne, il y a aujourd'hui des logiciels pour prévoir son voyage, beaucoup de gens font aujourd'hui 500 km sans avoir de problème en prévoyant de s'arrêter, et ils s'arrêtent et il n'y a pas de souci. Donc les circuits peuvent servir à ça, et on organise de plus en plus de conventions, de sessions, de formations pour justement expliquer aux gens qu'il y a l'éco-conduite, il y aura l'électroconduite, des règles ont été prises, l'électrique va se développer, donc les circuits, servez-vous-en. La compétition, regardez-la, ils sont là justement pour accélérer cette mutation. Deuxième exemple, qui est un exemple, alors, là aussi très parlant, je pense, pour vous, celui des aides à la conduite. On est aujourd'hui dans une spirale d'aide à la conduite, de véhicules autonomes. Finalement, on ne sait pas trop si on le veut ou pas, mais en tous les cas, ça arrive. Voilà, on loue des voitures, le volant marche tout seul, on ne vous le dit même pas. Enfin, moi, ça m'est arrivé il y a une semaine. Le volant, quand il voyait des lignes blanches, il réagissait. Quand il n'y en avait plus, il ne réagissait plus. Bon. Tout ça, on pense que les circuits, on pense que la compétition peut apporter quelque chose. Il n'est pas logique qu'on découvre ces aides à la conduite au milieu de tout le monde, avec des gens qui sont à côté en trottinette, en vélo, et qu'on dit tiens, le volant bouge tout seul. C'est pas normal, quelque chose ne va pas. Or, on va pas créer des centres de la mobilité spécifiquement pour ça. On a des circuits, on a des moniteurs qui savent, au-delà de ce qu'est le permis de conduire, évidemment, qui savent faire ça, qui savent appréhender les situations à risque. Il faut s'en servir. Donc aujourd'hui, nouvelles énergies, aide à la conduite. Troisième chose importante dans cette évolution de la mobilité, évidemment la miniaturisation et puis le multimodal.
dont on entend aujourd'hui les automobilistes se plaindre des scooters, qui se plaignent des trottinettes, qui eux sont pas contents du vélo, qui bon, ça va pas parce que finalement on est quand même tous consommateurs de tout. Moi, je suis j'ai tout ce que je viens de dire là, voilà, et j'ai Vélib en plus parce que je suis parisien. Donc je m'estime pas spécialement. Quand on monte des opérations sur un circuit, on l'a fait récemment justement à Pau-Arnos avec des concessionnaires, avec des partenaires qui sont venus faire essayer des voitures. On a fait venir des trottinettes, on a fait venir des vélos et on a incité les gens à tout essayer en disant soyez un petit peu multimodal, ne restez pas forcément sur une lecture qui est de dire je suis un automobiliste, parce qu'aujourd'hui la mobilité elle évolue dans ces directions-là. Voilà, je pense être dans les temps. Juste pour conclure et pour donner un dernier exemple de ce que l'on peut voir en compétition, dans ce rôle de poste avancé qui est un peu parfois le nôtre, j'entends très souvent dire l'électrique, laisse tomber, maintenant tout ça est dépassé, c'est l'hydrogène. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon petit niveau, je vois en gros à minima 10 années de décalage entre l'hydrogène et l'électrique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 10 ans, on était plus avancé sur le domaine de la compétition et sur le domaine de la mobilité légère. Je parle des voitures. Je ne parle pas des trains, des camions, des poids lourds. Sur le domaine de la voiture, il y a 10 ans, on savait mieux gérer les problèmes de sécurité, les problèmes de logistique, les problèmes de public sur l'électrique. On en était au stade où nous-mêmes, on apprenait aux pompiers comment on désincarcère quelqu'un malheureusement sur un accident de course automobile électrique, parce qu'eux découvraient ça sur la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, 10 ans après, on n'en est pas encore là sur l'hydrogène. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que dans notre observatoire, qui est celui du sport, on a cette capacité à voir très en amont les constructeurs, voir où ils en sont, ce qu'ils savent faire, comment ils gèrent, et à leur dire, bon, si on fait ça, est-ce que vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, moi, et c'est voilà, dernier petit exemple sur lequel je voulais conclure pour vous donner une illustration, en compétition, je pense qu'on a à minima 10 années de décalage. Alors on verra si dans les faits ça se traduit, c'est-à-dire que si ce décalage de 10 ans dans la compétition se traduit pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, je pense être dans les temps. Si vous avez des questions, je suis là de toute façon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, vous pouvez encore l'applaudir. Attention, le décor décidément. Merci. C'est à présent bientôt la fin. C'est pas encore tout à fait la fin. Je vais demander à Patrick Cléris de me rejoindre sur scène pour le mot de la fin. Et je vais demander aussi au directeur des réseaux, à Alain Bessin, à Fabien Guimard, à Jean-Pierre Ricot évidemment, c'est Maxime Falconet pour Autoneo je crois, et puis Alexandre est devant, de me rejoindre. Puisqu'on vous a vu, vous êtes sur les photos, mais on ne vous a pas encore entendu. Vous pouvez les applaudir bien fort. Bon, ils ne s'étaient pas encore vus, vous voyez, comme quoi ils avaient besoin de se retrouver. Moi, j'ai suffisamment parlé. Merci beaucoup pour votre présence. Et la FRCI, c'est un groupe, c'est une équipe. Vous les avez sur scène. Je leur laisse la parole. Ils ont certainement un mot particulier à vous dire. Et merci encore. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, je voudrais te féliciter quand même, Patrick, pour et l'organisation de cette soirée. Une fois de plus, mettre la carrosserie dans la lumière, c'est une très belle chose. Et puis surtout quand ça peut être partagé avec des collègues. Donc on est là pour faire la promotion de la carrosserie et nous en sommes très fiers. Bonsoir. Moi, je vais juste dire, ce soir dans la salle, il n'y a que des passionnés d'automobile et d'après-vente automobile et bien sûr de carrosserie. Je vais évidemment dire merci à Patrick pour cette belle soirée. Le dynamisme qui est mis en place depuis maintenant quelques années grâce à la FRCI et à l'ensemble des réseaux. Et voilà. Merci Patrick.
Alors je remercie Patrick, moi aussi, c'est pas très nouveau. Pour son implication de tous les instants et ça se retranscrit aujourd'hui. Alors moi je voudrais féliciter aussi avant tout les carrossiers, quelle que soit l'enseigne, qui sont avant tout des vrais entrepreneurs, des vrais chefs d'entreprise. On l'a vu, c'est pas facile tous les jours, mais je voudrais vraiment saluer leur implication de tous les jours et les sponsors qui nous ont largement accompagnés aussi. Merci. Je constate une fois de plus, puisqu'on a pu le voir depuis le début de cette équipe auto et lors de notre congrès la semaine dernière à la Bolle, qu'il n'y a qu'une seule parole, qu'un seul message, c'est l'amour du métier. Et moi, je trouve que ce métier, il est beau. Parce que moi, je parlais de la transmission des troisième générations, parce que j'avance aussi, donc j'ai connu déjà 3 générations de jeunes qui reprennent derrière leurs parents, qui avancent. Et j'ai constaté ici que tous les raisons confondues, il n'y a qu'une chose qui transpire, la beauté de notre métier et l'amour de notre métier. Et ça, je crois qu'on est la seule profession aujourd'hui dans le monde de l'artisanat où on parle avec autant de passion et autant de conviction dans cette transmission qu'on veut donner et dans cette vision qu'on a de notre métier, toujours, je le répète, par l'amour et la passion. Merci. Alors bonsoir à tous, effectivement, merci à la FRCI pour l'ensemble de son travail, à l'ensemble des réseaux et des différents animateurs qu'on peut rencontrer. Surtout, merci à vous d'être présents, merci aux différents adhérents, merci aux acteurs. Je vais peut-être vous surprendre en disant ça, mais de ce genre de réunion, moi je sors content, heureux et très ambitieux en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience, il y a une forme d'ambition, un respect des bonnes pratiques, une volonté d'intégrer de plus en plus les systèmes de RSE, de suivi environnementaux, de formation. Et je pense qu'il y a vraiment des belles années devant nous. Donc bravo à tous. Alors très compliqué de passer le dernier, parce que globalement tout a été dit. Donc bien évidemment, merci Patrick, et puis à notre modeste contribution en tant qu'acteur des réseaux, avec nos adhérents pour mettre dans ce type de soirée en lumière la profession. Je souhaitais également mettre en avant, mais je pense que c'est certainement été dit avant, je trouve une formidable initiative, quand je dis je, c'est nous trouvons une formidable initiative à travers l'initiative Choc. Étant moi-même un consommateur d'Instagram, je peux dire que ça marche très bien. Et je pense que ça contribue également, oui on peut applaudir, hein, on peut applaudir. Ça, c'est un levier pour également attirer les jeunes. Voilà, c'est mieux que de fonctionner par Instagram que par le Minitel, par exemple. Bon, par exemple. Voilà, donc ça, il faut le noter. Après, derrière, ces soirées-là sont magnifiques pour nous tous, pour la profession et par la profession. Ce que je voudrais juste peut-être rajouter, alors c'est peut-être moins fun. Ce que je voulais rajouter, j'ai entendu parler d'amour du métier, etc. Ce genre d'événement met en avant une profession. Mais avant de mettre en avant une profession, ça met à l'honneur des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise qui s'engagent au quotidien, qui sont créateurs de valeur. Ils ont à faire face à de nombreux défis. Ces défis sont d'ordre législatif, environnementaux, technologiques et culturels. Et derrière tout ça, il y a des enjeux de mobilité. Et simplement, pour moi, pour nous, d'après nous, il est important également que l'ensemble des parties prenantes du marché mettent bien toutes les conditions en œuvre pour que ces entreprises restent des acteurs de la mobilité pour les citoyens que nous sommes dans l'ensemble des territoires français. Voilà, je n'en dirai pas plus, vous aurez compris certains messages subliminaux. Merci à toutes et à tous. Et merci Fabien d'avoir parlé d'Instagram parce qu'on vient de gagner exactement 5 abonnés à l'instant. Merci à Antoine Clément, merci à Emmanuel Clément, merci à Yannou, merci à Virginie de Pierrepont qui nous suit aussi sur Instagram et à la carrosserie Lecoq. Et tous les autres, mais faites-le. Je ne pourrais pas citer tout le monde parce qu'il va falloir qu'on mette un terme à cette soirée, surtout que les bouteilles sont en train d'être débouchées, même s'ils font ça discrètement, on les entend quand même. Merci à tous, merci à vous d'être venus, merci aux partenaires évidemment, et merci à ceux qui nous suivent sur Choc en direct ce soir.
C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée. Et on se retrouve au pot pour ceux qui sont présents.